Hey salut, c'est Gravelax. Juste un petit disclaimer pour dire qu'il y a des risques possibles de spoilers durant les épisodes et qu'il est fortement conseillé de consulter la fiche de l'épisode où les timecodes sont annoncés. Pour ne pas vous gâcher les surprises, il est donc conseillé fortement de vous y reporter. Sur ce, on retrouve les camarades. Je vous souhaite un très bel épisode. À tout de suite. Tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu? Ouais, tu l'as vu celui-là. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Tu l'as vu? Alors, tu l'as vu? Hey, tu l'as vu? Et celui-là, tu l'as vu? Coucou tout le monde, c'est Kaza, on est sur Tu l'as vu, et donc je suis accompagné ce soir, comme dans tous les numéros, de Gooby. Oui, on n'a pas répété, hein, c'est pour ça qu'on tourne un peu. On peut la refaire si tu veux. Non, mais au moins on est dans le vif. Puis bon, on va dire que ce numéro est un peu spécial, hein. On l'a joue tranquille, on est cool, et accompagné aussi de Gravelax. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Et donc oui, comme je disais, on est sur un numéro plus festif que le drame. Ouais, parce que bon, c'était une ambiance un peu lourde, hein, on va dire, ce numéro. Très morose. Et donc là, on se dit tiens, et si on se lâchait un peu, et toujours dans cette optique de présentation, cette fois-ci, nous nous concentrons sur les films les plus nuls. Les plus nuls. Alors, je pense être très festif à restituer. Par contre, à vivre, ça a été beaucoup plus compliqué. Oui. La vie professionnelle est parfois rude. Ah bah, il y a du noir et du blanc, hein, c'est comme dans tout. Il y a des très bons films et des très mauvais films. Il faut toujours des derniers de toute façon. Et écoutez, je vous propose qu'on commence. Ouais, quand même, ne perdons pas de temps. Et ben ouais, comme d'habitude, on va Peut-être préciser que ce sera un petit peu différent d'habitude parce que par exemple cette fois-ci, moi Gooby, j'ai pas vu le film que Kaza a choisi. Kaza n'a pas vu le film que moi Gooby j'ai choisi. Et on va. Par contre, moi j'ai fait mes devoirs. Ouais. J'ai tout vu. Et Gravelax a trop de Mais Gravelax c'est gourmand. Gravelax c'est gourmand, il mange tout. Il voit tous les films. Et j'en suis pas ressorti indemne. Et peut-être qu'on proposait une petite touche d'humour aussi par rapport aux fois précédentes où on se permettra de lire une petite critique positive sur ces films qu'on juge catastrophiques. Et oui, pour rester optimiste, voilà. On va dire qu'on soit pas très très méchant sur ce film. Ce sera sans méchanceté, on reprend donc une critique qu'on aura trouvée sur le net, sans volonté de moquerie envers l'auteur de chaque critique, mais bon. Non, pas du tout, on respecte tous les avis, c'est ça aussi l'art. Même si là quand même, putain, ils sont bien tombés, hein, mais bon. oui, on les a choisis. Bon, alors... Écoutez, on va tirage au sort. Eh bah oui, tirage au sort, donc on choisit toujours un film entre 1 à 3, c'est une sélection aléatoire, et donc écoutez, c'est parti. Bah Gooby, t'avais pas, dans les épisodes précédents, tu n'avais pas choisi en premier, à tout l'honneur. Eh bien, je vais faire comme l'a fait Kaza au tour précédent, on va piquer la technique de Gravelax, je vais choisir le 2, le juste milieu. Le juste milieu, bah oui, bah. Nous sommes sages tous les trois. Une bonne émission commence toujours par le numéro 2. Nous sommes de bons Jedi. Eh ben, on va commencer par le mien. Le fameux. Alors là, L'unique. les amis, on va s'attaquer à un réalisateur espagnol. Oh, mais c'est prometteur ça, dis-moi. Il s'appelle... C'est pas un Québécois? Non, pour une fois, c'est pas un Québécois, c'est un Espagnol et pas des meilleurs. On va parler d'un certain Gonzalo López Gallego. Son nom ne vous dit rien? C'est normal. Il a réalisé un film qui s'intitule Apollo 18. Oh, eh ben... Ouais, le titre est prometteur parce que ça nous fait penser à Apollo 13. Oui. Mais c'est pas vraiment du même acabit. Ce film est donc sorti en 2011. Le postulat de départ est plutôt intéressant. Le concept est cool. Parce que le synopsis, quand même... D'accord. Donc, moi, je me mets à la place. Et d'ailleurs, c'est le cas. Je le vois souvent sur Netflix. Il est là. Puis là, c'est bientôt Halloween. Donc, on voit souvent dans les films d'horreur Apollo 18. Et moi, de ce que je vois, en tout cas, j'ai vu le bande-annonce, et ben ça donne envie. Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas avec ce film? Enfin, ça m'étonne de le voir dans les films les plus nuls. Et pourtant, je sais pas, le concept a l'air intéressant. Tu vois, un fan de footage dans l'espace, ça a l'air d'être une bonne idée, non? Justement, tu parles du concept, donc peut-être le présenter pour ceux qui nous écoutent, ceux qui ont eu la chance de ne pas voir Apollo 18, on va peut-être leur en parler. Donc le postulat de départ, c'est vrai, le concept est cool, je te l'accorde. Le synopsis officiel, c'est: officiellement, Apollo 17 fut le dernier voyage sur la Lune organisé par la NASA en 72. Apollo 18 a été annulé pour des raisons budgétaires. En réalité,
réalité, elle a eu lieu secrètement l'année suivante. On nous propose donc des images filmées et rapportées de cette mission que la NASA, soi-disant, essaierait de cacher depuis 40 ans. D'accord. Je te l'accorde, le concept est cool. Ah oui. Et de toute façon, c'est pour ça que j'ai regardé le film, parce que je tiens à rappeler que moi je l'ai vu. Donc si je l'ai choisi, c'est parce que malheureusement je l'ai vu. Donc ouais, ce pitch m'a emballé. Ça semblait être une façon de réinventer le fan footage en fait, en quelque sorte. L'horreur dans l'espace, en plus, ça fait penser à Alien. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films comme ça. Bah le problème, je te vois trépigner. Ah oui, il est vendu comme ça, comme un mélange entre Alien et Paranormal Activity. Ouais. Ah oui. Ah, puis c'est ce qu'on se dit, 84 heures d'archives ont été retrouvées. Bon, ils vont bien réussir à nous faire 1h20 intéressante. Eh ben il est bien là le problème. Intéressante, c'est pas vraiment le mot qu'on va associer à ce film parce qu'il ne se passe rien. Et disons que les quelques fois où il se passe quelque chose, bah on se dit qu'il valait mieux qu'il se passe rien en fait. C'est plus intéressant comme ça. Les dialogues sont creux, ils sont insipides. C'est-à-dire que si le but c'est de nous faire ressentir la solitude et l'ennui d'un tel voyage dans l'espace, bah bravo, c'est plutôt réussi. Malheureusement, je pense que c'était pas vraiment le but recherché. Alors, il y a quand même un point positif, je dois l'avouer. Oui. Ça, je le garde pas pour la critique trouvée sur internet. C'est vraiment un point positif que je trouve personnellement. C'est la Lune. Elle est bien faite malgré le très faible budget du film. Elle est plutôt bien représentée, elle est plutôt crédible visuellement. Bon là on la voit pas des masses non plus, mais quand on la voit, j'avoue, oui, j'ai presque l'impression d'y être. Le fait que en plus ce soit filmé en found footage, ça contribue peut-être aussi. Donc ça, ok, visuellement pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Malheureusement ça s'arrête là niveau point positif. Enfin, l'idée de réalisation était pas mal, hein, le côté found footage, donc les caméras qui sont dans la navette spatiale, des images rapportées des caméras de surveillance quoi en gros. Ouais. Ça c'est pas mal. Mais le problème c'est qu'il n'y a rien qui va avec ça, parce que quand il se passe enfin quelque chose, en fait c'est juste un enchaînement d'éléments totalement improbables, totalement incohérents, vraiment ça part dans des délires, mais je m'attendais pas à voir ça. Justement quand on voit le pitch, waouh, ça va loin quand même. Et le truc c'est que même si on comprend l'idée derrière la réalisation, justement le parti pris de caméras de surveillance qui sont dans la navette et tout ça, elle est tout sauf efficace en fait cette façon de réaliser, parce que au final il y a peu de mouvements, les plans sont surtout fixes, ils sont assez lointains. Donc en termes d'immersion, c'est une catastrophe. Il n'y a aucune tension, aucune peur, parce qu'il n'y a aucune immersion en fait. La caméra de surveillance, bah ouais, ça bouge pas. Donc s'il se passe quelque chose, en général, c'est assez loin de la caméra. Enfin, au final, t'as pas l'impression d'y être. T'es totalement passif. Et du coup, pour un film d'horreur, c'est dommage quoi, de ressentir aucune tension, aucune peur à cause de ça. Donc le choix de réalisation est plutôt cohérent avec le contexte historique du scénario, mais c'est totalement incohérent avec le genre et l'objectif du film. Et en même temps, ça sert aussi à cacher les costumes et les effets spéciaux qui sont affreux. Parce que je disais, bon, la Lune est plutôt crédible, mais alors pour le reste, le manque de budget, il se voit très clairement. Pourquoi ? Parce que les tenues de cosmonautes, c'est pas ça ? Les tenues de cosmonautes, bon, à la limite, ça passe, mais après, bon, sans spoiler, c'est compliqué. Disons qu'il se passe des choses dans la deuxième moitié du film, et quand il se passe ces choses, on voit quand même le côté très limité en termes de visuel. On a l'impression en gros, il porte un polaire. Ah non, c'est pas tellement sur les personnages principaux en eux-mêmes, c'est d'autres éléments qui interviennent, mais ça paraît sans spoiler, je peux pas le dire. Bon, en même temps, est-ce que ça se spoil vraiment un film comme ça ? Il y a un seul truc à le spoiler en fait, parce qu'il se passe une seule chose au bout d'une heure de film, alors que le film fait 1h20. Bon, on peut le dire de toute façon, on vous encourage pas à voir ce film, donc à la limite on peut vous le spoiler, c'est pas trop grave. On va pas perdre notre temps. Ou on peut faire un indice à la Francis Cabrel, attention aux cailloux. Voilà. Attention aux cailloux. D'accord. Voilà. Non, parce qu'après, voilà, on veut pas perdre notre temps. Ouais. Si on fait aussi cette émission, c'est aussi pour éviter que les gens perdent leur temps à regarder des films ou après pour déconner aussi. Mais là on est même plus dans le plaisir coupable, hein. Ah oui, oui. Là c'est vraiment le plus nul, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Le plaisir coupable, ça peut être par exemple le terme qu'on emploie, c'est logique, celui de nanar qui, si on prend la terminologie ou la définition de Nanarland, c'est les mauvais films sympathiques, ça veut dire que c'est mauvais, mais il y a des trucs qui peuvent prêter à moquerie. Là, on est dans le navet, c'est-à-dire que là, non seulement c'est pas bon, et il se passe rien de sympathique. Ça, c'est qu'en fait, plaisir coupable, il y a quand même plaisir dans le terme. Il faut qu'il y ait la notion de plaisir, alors que là, vraiment, il y en a aucun. Alors du coup, vous pouvez spoiler, parce que du coup, faut pas perdre de temps. Les gens du coup, passer à côté, quoi. Du coup, le film est vraiment très mal écrit, il est très prévisible. Je vais donner un exemple. Il y a un moment où il y a un des cosmonautes qui va sur la Lune, il marche dessus et tout, il s'arrête à côté d'un cratère. Puis il s'arrête à côté, puis il regarde en direction de son pote. Bon, à moins quand même d'avoir vu aucun film d'horreur de sa vie, mais sinon, t'as un mec qui s'arrête à côté d'un gros trou. J'ai envie de dire, bon, tu vois quand même venir le truc, quoi. Tu sais que c'est pas quoi exactement, mais soit il y a un gros truc qui va venir le choper, soit il va tomber dedans, mais bon. Et puis, bien sûr, ça loupe pas. On sent la merde inévitable et le pire, c'est qu'on le voit dans la bande-annonce. Ouais, en plus. Bah oui. Non,
en même temps, il se passe tellement rien que le peu qui se passe, faut le mettre dans la bande-annonce pour attirer les gens. Et ça, c'est rythmé. Ils ont mis ce qui se passait en 1h20 qui est très lent. Et ben, forcément, en 1 minute 30, 2 minutes, c'était beaucoup plus ramassé. Et puis avec aussi voilà, le côté suspense, etc. Parce que finalement, c'est un film qui est rentré dans ses frais. Il a dû coûter 5 millions de dollars et il a rapporté 5 fois plus. Donc il y a quand même une attente des gens et la partie promo, finalement, parce qu'il y a aussi même eu un site web qui invitait à s'y rendre, entre guillemets, avant le film. Voilà, donc il y avait vraiment une bonne promotion, un peu à la Blair Witch. Il y a aussi Blair Witch qui avait un site. La promo avant film a marché, contrairement à notre film dont on parle tout à l'heure. Mais du coup, voilà, il n'y a rien qui va. Puis, en plus, le film n'est pas si mal noté que ça, je le disais sur internet, par rapport aux 2 films dont on va parler après. Oui. Celui-là, bon, je crois que sur Allociné, la moyenne est vraiment pas terrible. Par exemple, sur Sens Critique, il a 4,8 de moyenne, ce qui est pas terrible, mais c'est quand même presque la moyenne, contrairement à d'autres films qui sont vraiment des catastrophes ambulantes à 2 de moyenne ou 2,5. Bon, là, il y a quand même presque la moyenne, ce qui me surprend, parce que vraiment, je trouve ça hyper mal écrit, hyper mal filmé. Filmé dans le sens de ce que ça montre et pour faire un effet. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu un gros effort de fait. Première chose, pour avoir un aspect film d'années 70. Ouais. Donc il y a un gros travail fait au niveau vraiment des vieux objectifs qui ont été utilisés pour donner ce côté granuleux notamment. Le fait que souvent il est réduit au format 1.33, le format 4/3, qui est assez rare aujourd'hui, quoi. Faut vraiment une raison autorisante en fait pour que ce soit utilisé. Surtout en film d'horreur, c'est vrai. Surtout en film d'horreur, voilà. Donc il y a un gros effort qui est fait sur la forme, mais le fond, à part les cailloux méchants, il y a rien. Ouais, mais Paranormal Activity a été aussi bombardé par ce genre de critiques et pourtant je l'ai vu et il y avait quand même une ambiance stressante, tu sais, c'était oppressant quand même. Oui, mais alors, là aussi, c'est ce que je me demande peut-être, mais je suis pas sûr. Est-ce que c'est un film aussi peut-être qui est à se vivre, parce que les found footage généralement je pense qu'ils sont plus efficaces dans une salle de cinéma. Et en plus, quand les Paranormal Activity étaient sortis, par contre eux leur argument de promotion, c'était qu'ils avaient filmé des salles où avait été projeté le film avec les gens horrifiés, donc c'était ce côté-là. Mais pareil, Paranormal Activity, on va dire, on l'avait fait quand on avait fait REC 2, voilà, qui reprenait ce principe du found footage 2 ans avant Paranormal Activity. Voilà, c'était des films qui redevenaient pionniers d'un nouveau cycle de found footage. À la limite, Paranormal Activity, premier du nom, on peut au moins lui amener le principe de nouveauté dans le cycle, de primauté. Après, les suites, c'est beaucoup plus contestable. Mais bon, à la limite, il se passait quelque chose. Dans la forme, c'était nouveau, donc les gens pouvaient encore être surpris. Là, on poursuit. Le producteur, c'est un russe, Timur Bekmambetov. En effet, c'est un petit malin, en fait. C'est beaucoup de films à concept, high concept, entre guillemets. Puis en tant que réalisateur, c'était Night Watch, Day Watch. Après, il a fait Unfriended. J'avais bien aimé d'ailleurs. Les deux, voilà, Dark Web. Hardcore Henry, pareil, qui était un film à première personne. Ouais. Donc plein de petits concepts comme ça, de petits malins. Churching aussi, là, ça, par contre, celui-là, je le conseille avec John Cho. Pareil, c'est vraiment assez fort comme film. Donc bref, c'est des films de petits, entre guillemets, je vais pas dire ça, mais de petits roublards. Et des fois ça passe, des fois ça casse. Là, Apollo 18, visiblement, il n'y a pas grand chose derrière. Heureusement, le film, que ce soit un film petit budget, il a pu faire la culbute. Mais par exemple, par rapport à Paranormal Activity, le premier du nom, il a fait je sais pas combien de fois la culbute. Là, 5 fois, c'est déjà pas mal. Mais bon, pareil, c'est parce qu'il y avait une très bonne promo derrière. Donc il y avait beaucoup d'attentes. Attentes qui, à mon avis, n'ont pas été récompensées. Voilà. Plus le film, pour moi, il a un côté vraiment ridicule parce qu'on voit qu'il se prend au sérieux. Je pense notamment à la toute fin, une fois que l'histoire est terminée. C'est une fin soi-disant avec des images d'archives. Donc, voilà, pour moi, quand tu termines un film avec des images d'archives, ça marche seulement dans 2 situations. Soit c'est une histoire vraie, ce qui n'est pas le cas ici, soit le film tente de nous faire croire que c'est vrai, ce qui est le cas, et l'histoire elle était si bien écrite et si crédible qu'on pourrait croire que c'est une histoire vraie. Alors que là, l'histoire a tellement aucun sens qu'à aucun moment on peut croire que c'est une histoire vraie, ou peut-être au début, mais à partir du moment où justement dans la fin ça bascule avec cette histoire de cailloux, je sais pas trop quoi, truc. Oui, en tout cas, c'est une histoire de cailloux. Alors ouais, ça, Alors, mais l'histoire devient justement tellement improbable et tellement pas crédible justement par le budget serré qui donne des visuels atroces sur la fin, que du coup on peut plus y croire que c'est une histoire vraie. Donc les images d'archives, soi-disant images d'archives à la fin, ça n'a plus aucun sens, ça rend le tout encore plus ridicule parce que ça donne l'impression que le film se prend au sérieux alors qu'il devrait pas. Et en plus pour moi ça termine avec une énorme incohérence par rapport au début du film, c'est-à-dire que au tout début du film on nous dit que les images ont été récupérées de la mission, alors que si on suit l'histoire tout le monde est mort. Alors si
vraiment tout le monde est mort dans cette mission, comment ils ont fait pour récupérer leur putain d'image? Ça n'a aucun sens. C'est une grosse incohérence. Donc au début du film, ouais, C'est Apollo 19 du coup. Ouais. voilà. Donc de tout le monde est mort, personne n'a pu revenir sur Terre, mais ils ont quand même récupéré les images. Ils sont très forts à la NASA, franchement. Donc ouais, non, vraiment pour moi c'est ridicule à tous les niveaux et c'est dommage parce que c'est vrai que le concept était cool. Mais je pense vraiment qu'ils pourraient en faire un remake de ce film avec un vrai budget, avec un vrai réalisateur derrière qui réfléchit vraiment quand même à la façon de filmer les choses. Ça pourrait donner un truc pas mal. Bon, il faut le réécrire un peu aussi parce que ça devient vraiment trop improbable là. Mais reprendre le même concept avec de meilleures idées, ça pourrait être cool parce que vraiment le concept de départ est bien. Ouais, puis le côté forcément excuse pour cacher un petit peu le petit budget, c'est que dès qu'il arrive quelque chose, si c'est quelqu'un qui a la caméra à l'épaule et qui a peur, bah forcément ça secoue et on voit pas forcément la menace, ce qui fait qu'à un moment donné, alors pareil, c'est quand on le sait et puis en regardant en arrière-plan, à la place des cailloux, on commence à avoir des ombres plus grandes et quand la fusée décolle aussi, je pense, certainement ça, le module lunaire, on voit des créatures plus grandes mais vraiment dans le fond, ce qui fait que finalement les gros méchants qui auraient pu être spectaculaires, amener du spectacle au film, ils sont suggérés et encore si on fait très attention parce que ça secoue tellement, mais bon, il y en a qui se sont amusés à regarder au ralenti et voilà, à un moment donné un des personnages qui a une ombre qui passe au-dessus de lui très grande, donc ça suggère vraiment une très grosse créature, mais c'est que suggérer, et pareil c'est au bout de une heure, donc commence à faire beaucoup. Moi je préfère le concept de caillou méchant. Bon, en tout cas As-tu encore une question optimiste, Kaza? bah c'est bizarre mais ça me donne envie de le voir. Cette sorte de caillou te donne envie de... Bah c'est intriguant. Franchement c'est intriguant. Mais je me dis qu'est-ce qui se passe en une heure, parce que vous me racontez qu'à chaque fois l'histoire, la tension commence une heure après. Ouais, du coup c'est quoi, c'est la présentation? Alors il y a l'équipage, ils sont à 3, il y en a un qui reste autour en fait, comme Michael Collins en fait pour la première mission avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin, lui il est resté en orbite. Déjà il y a entre guillemets, eux ne savent pas pourquoi ils sont là, donc enfin ils savent pas la réalité de leur présence, donc eux c'est pour installer un système antimissile, surveiller des soviétiques, voilà, poser des caméras sur la surface lunaire, et puis peu à peu en fait qu'est-ce qui se passe, c'est on sent ce qui devrait être une montée en tension qui se passe comment, par des interférences dans les signaux. On a entendu quelque chose, puis le lendemain ça va, on a réussi à rétablir la fréquence, donc on s'est inquiété pour des fréquences. La scène du cratère, voilà, il fait froid, il tombe sur on découvre un cosmonaute, donc un russe, on découvre que les Russes ils ont un module lunaire aussi sur la Lune, ils comprennent pas pourquoi. Non, puis après tout ce qui est problème de décollage, les problèmes de communication, les sorties sur la surface, un des deux qui disparaît, qui réapparaît, qui est peut-être contaminé, voilà, donc en gros c'est ça, mais c'est tout, soit c'est hors champ, donc finalement c'est pour donner un suspense, savoir si un tel ou un tel a été infecté ou pas, voilà. Et puis surtout aussi ce qu'on a dit, c'est leur module lunaire est attaqué, donc à un moment donné ils vont aussi décoller dans le module lunaire russe. D'accord. Voilà, donc et à partir de là les cailloux attaquent. L'attaque des cailloux tueurs. Ça aurait été un meilleur film, je pense, un meilleur titre. L'attaque des cailloux tueurs. Bon, du coup s'il n'y a plus d'intervention Gravelax, tu n'as plus rien à dire sur ce film? Peut-être que, alors je sais pas si c'est un point commun, parce que pour un autre film dont on va traiter, il n'y a pas eu de projection de presse. Et peut-être dire aussi que d'autres projets de ce type-là étaient en gestation en même temps, et que ces autres projets ont eu peur de cette concurrence et qu'ils ont tout éteint. Il y avait notamment un projet de Roland Emmerich qui aurait été à mon avis un peu plus fun. Ouais, je pense. Ouais. Voilà. Même si c'est pas non plus du réalisateur que j'affectionne particulièrement, je pense que là en comparaison avec ça entre les deux. Ah oui, puis ça aussi, donc il y a peut-être une réponse à notre question, savoir qu'est-ce qui se passe ou pourquoi il ne se passe rien, c'est que le script a été entièrement réécrit au fur et à mesure du tournage. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ça aussi qui peut être qui peut proposer quelques éléments de réponse sur ça. A été écrit. Mais après le seul effort de fait peut-être, c'est aussi le côté un peu anonyme des acteurs, parce que c'est beaucoup des acteurs de série. En fait, ils ont quasiment, même après coup, ils ont quasiment pas fait de films ou des films de série B ou choses comme ça, mais il y a eu cet effort là pour rendre anonyme un petit peu ces personnes. Après vraiment le côté prétexte historique, parce que le film il se finit quand même par l'image de Kennedy, comme quoi on est parti pour l'espace. Il y a même une citation de Nixon, c'est le personnage qui dit, en fait c'était le message que Nixon avait préparé au cas où Neil Armstrong et Buzz Aldrin ne revenaient pas de la Lune d'Apollo 11. C'était quelque chose comme le destin a ordonné aux hommes qui sont allés sur la Lune d'explorer en paix, de rester sur la Lune pour se reposer en paix.
Donc là, c'est à 50, j'ai noté, voilà, 52 minutes du film. Cette phrase, elle est dite par un des membres de l'équipage. Donc pareil, il s'ancre sur des choses qui auraient pu avoir de la gueule un petit peu, mais là, ça tombe complètement à plat. Quand le meilleur acteur du film, c'est Kennedy. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup, c'est peut-être aussi un autre point commun, le générique de fin de 10 minutes. Le film fait 1h20. Il y a 10 minutes de générique de fin. Voilà. Cela nous cache des choses. Voilà. Sans scène post-générique. Ah non, pas du tout. Non. Faut pas trop en demander. Hein. Rien du tout. D'accord. Alors du coup, je tiens à terminer par une petite critique, comme je l'ai dit, trouvée sur le net, qui, au contraire, va essayer de défendre le film, et vous ferez votre avis après. Peut-être que cette critique va plus vous convaincre que moi. J'en doute un peu, mais bon, on sait jamais. Peut-être que sera se trouver convaincant. Je ne vais pas donner le nom, le pseudo de la personne qui l'a écrite pour des raisons évidentes, mais voilà. En tout cas, cette personne souhaite défendre le film. Il se dit surpris par les critiques négatives. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que il y a peut-être des phrases que vous n'allez pas comprendre. C'est pas de ma faute, c'est pas de moi. Voilà, sans moquerie. Tu veux rester fidèle Ouais, je reste fidèle à l'auteur. Donc mot pour mot, je cite. Surpris par les critiques négatives qu'il a eu le droit, j'ai trouvé que des films filmés comme Paranormal Activity, il est l'un des meilleurs de ce genre-là. Car non seulement d'être bien, il est original, car il se passe dans l'espace, donc super pour mon avis, avec un suspense qui est super. Voilà. Peut-être que vous êtes convaincu maintenant de regarder ce film qui a J'ai envie de le revoir. Parce qu'apparemment il est super avec un suspense qui est super. Donc voilà, regardez ce film au suspense super. Bah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas tort parce qu'il y a du suspense jusqu'au bout. Est-ce qu'il va en face passer quelque chose? C'est pas possible. Non, il y a du vrai. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour sur Apollo 18. On va pas faire les scènes, Non, ça va aller. Non, moi, à la limite, j'essaie toujours de voir quand même le côté qu'est-ce qui peut être sauvé dans le film. Et justement, c'est tout le travail de la forme. Voilà, le fait d'avoir fait l'effort d'avoir des aspects d'image, enfin, je vais pas dire forcément plus cracra, quoi, mais avec des objectifs faits vraiment d'époque. Ils ont vraiment fait cet effort-là au niveau de la forme. Et là, le fond n'a pas suivi. Donc, s'il y a un truc à sauver, pour moi, ça serait ce côté. Ou sinon, c'était pas prévu, mais je peux toujours proposer, vu que d'habitude, on fait toujours notre scène préférée pour des films qu'on a aimé. Vu que là, c'est un film qu'on n'a pas aimé, est-ce qu'on pourrait pas choisir la pire scène? La pire scène. Oui, ouais. Bon, de toute façon, Kaza, tu n'as pas vu le film, donc tu n'as pas de pire scène. Non, mais honnêtement, du coup, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le voir, mais bon. Mais du coup, pour moi, la pire scène, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais bon, c'est la fameuse scène du cratère, parce que elle est tellement prévisible à des kilomètres. Mais vraiment, le mec marche jusqu'au cratère et il s'arrête à côté. Mais bon, rien que ça. Est-ce qu'il y a un dialogue important? Parce que en fait, dans la bande-annonce, je te dis, on voit ça, mais on voit pas le dialogue. Mais est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il s'arrête comme ça, qu'il se retourne et qu'il nous regarde Ah, alors je sais plus, mais je crois qu'il voit quelque chose que nous on voit pas, d'accord, parce que ce serait trop beau quand même de nous montrer à nous ce qui se passe. Non, nous on voit pas, mais lui il voit quelque chose. Bon, après il le verra plus. Ouais, il me semble que c'est au bord du cratère. Il voit quelque chose et que nous on verra pas et que lui il ne verra plus non plus du coup. Bon voilà, ma pire scène c'est celle-là. Enfin, sinon ma pire scène c'est l'ensemble du film, vous l'aurez compris, mais bon, si je dois en choisir qu'une, à la limite c'est celle-là. Oui. Gravelax en a peut-être une autre. Oh là là, c'est très compliqué. Moi c'est forcément voilà, je pense qu'on a résumé avec la scène du cratère, c'est celle-là. Non, après il y a le côté des scènes vraiment où ça prend du temps et où il se passe rien, que tout ce qui est installation du matériel, et je pense que ça c'est dans les 20 premières minutes où vraiment encore une fois la seule menace c'est les interférences qui sont sur le signal, et que ça, et voilà, donc tout le début quoi, ça prend du temps et ça installe. Mais Gravelax, ça fait peur des interférences. Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui. A priori, ça a l'air de faire peur. Ah mais bon, après au matin, la NASA ils ont tout arrangé. Il n'y a plus de soucis. Donc. Mais apparemment, écoute, ça fait peur. La prochaine fois que tu seras au téléphone et que tu entendras des interférences, tu seras traumatisé. Non, des cailloux tueurs. Donc en gros, la bande-annonce suffit à elle-même. Je pense que oui, quand on dit la meilleure scène, c'est la bande-annonce. Mais dis-toi qu'en fait la bande-annonce, comme disait Gravelax tout à l'heure, la bande-annonce est plus rythmée que le film. Ouais, c'est pour ça. Donc à la limite, c'est pour ça que la bande-annonce donne l'impression d'un bon film. La bande-annonce c'est bien. Elle donne même dans tout ce qui est écrit, ça donne du mystère, ça donne l'envie de voir le film, quoi. On a envie de savoir ce qui se cache, mais quand il n'y a qu'une seule réponse, qu'elle arrive au bout d'une heure, bon. Et qu'en plus la réponse est quand même pas terrible, enfin improbable, j'ai envie de dire. Les cailloux. Bon Et sur cette aire de Francis Cabrel. On a
compris. On peut passer peut-être au deuxième film, dans le sens des aiguilles d'une montre. Gravelax, tu peux donner un numéro, le 1 ou le 3. Et ben j'avais choisi le 3, je vais choisir le 1. Alors Gravelax, nous allons parler du film de Casa. Ah, Oui, Donc cette fois-ci, c'est moi qui ne l'ai pas vu. oui. Je vous laisse. Eh ben j'ai choisi Die Hard, mais pas n'importe lequel, hein. Non, le dernier, Die Hard 5. Belle journée pour mourir. Ah bah tu m'étonnes. Bah moi j'ai failli mourir au ciné. C'est triste. Après, voilà, je vais vous dire quelque chose. Je vais pas cracher, enfin descendre un film qui est déjà bien bas. Comment dire ? Franchement, la bande-annonce suffit à elle-même. Mais là, clairement, on a toutes les scènes d'action, on les a dans le film. En dehors de ça, ah oui, je vais faire court, hein, comme ça au moins. Ensuite, on a un acteur, donc Jay Courtney, qui joue le fils de John McClane. John McClane, oui, qui est, je ne comprends pas. Alors, cet acteur est un grand point d'interrogation pour moi dans le monde hollywoodien. Il a fait, qu'est-ce qu'il Terminator Genesis, par oui. exemple. Divergente. Où il reprenait malheureusement le rôle qui était merveilleusement campé par Michael Biehn dans le premier Terminator. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On le file à Jay Courtney. Bon, Jack Reacher. Oh là là. Suicide Squad, le fameux. Ouais. Invincible, Invincible d'Angelina Jolie. Ah, bon, ça c'était un peu mieux déjà. Ouais. Et I Frankenstein. Oh là Voilà. là, mais il cumule, dis donc. Oui. Non, mais c'est. Est-ce que tu veux un speech, toi, Goubi, qui n'a pas vu le film ? Alors, un speech, non. Un pitch, par contre, oui. Par exemple. Tu veux un pitch ? Bon, donc là, en fait, l'inspecteur John McClane est en vacances en Russie. Le chanceux. Oui. Donc forcé. Oui, en fait, oui, en vacances forcées parce que son fils. En même temps, je suis désolé, mais quand on va en vacances en Russie, c'est rarement de bon cœur, je veux dire. Fais gaffe, tu vas avoir des problèmes. Parce qu'en même temps, il fait la blague du film. Oh, C'est John McClane qui, à chaque coup qu'il y a un problème, c'est moi je m'en fous, je suis en vacances, je suis en congé. McClane, la ferme. Baisse le son, machin. Je suis en vacances. ah putain, c'est drôle. Et on a ça 4 fois dans le film. Ah ouais. Et, C'est la blague. Oh là là. et ouais, donc après il est en Russie parce que son fils Jack est retenu prisonnier. Voilà, John McClane, il est là pour secourir son fils. Sauf que. Alors déjà il y a un problème, c'est en termes de durée. Je dis pas que la longueur, plus c'est long plus c'est bon, comme on dit. Mais quand on a une saga comme Die Hard avec des films qui durent au moins 2 heures à chaque fois, quand on a le tout dernier qui dure qu'1h38, on se dit déjà ça ressemble à, tu sais, c'est un format Tekken. Donc bon, autant le premier était très bon, autant ça va peut-être finir en reco là. Je vais pas tout spoiler, mais voilà. Et puis même c'est triste de voir une saga je dirais se terminer comme ça. Enfin, on pourra pas dire Surtout que le 6e qui devait être mis en route avec une moitié de McClane ancien et une sorte de reboot ou de partie avec McClane jeune, enfin avant Piège de cristal, finalement a été abandonné. Il n'est plus à l'ordre du jour du tout. Donc c'est en effet ça risque d'être le dernier Die Hard ou à moins mais ça se voit qu'il est complètement un reboot et que Bruce Willis ne soit plus dedans peut-être un caméo, mais là pour l'instant le film qui était prévu avec Len Wiseman en réalisateur, c'est le réalisateur du 4, voilà, ça semble un peu ça sent mauvais. Ben voilà, c'est vraiment dommage, c'est triste parce qu'une saga comme Die Hard, c'est une saga mythique et donc finir comme ça, bon bah voilà quoi. Donc c'est le film dont on peut se dispenser. Même le 4 décrié, Oui. je l'ai trouvé super sympa. C'est ça, c'est que c'était Intéressant. C'était ce qui ressortait. Une des raisons de voir le 5, c'est que ça permettait de réévaluer le 4. Oui, Alors, une bonne raison. eh ben voilà, ça. même le doublage de Bruce Willis. Bah voilà, je trouve que le doublage de Bruce Willis Patrick a Poivet. ouais, c'est ça, a cette particularité d'avoir une autre on a une autre personnalité de John McClane qu'ils n'ont pas en VO. Ah oui, tout à fait, qu'il est beaucoup plus. Il y a un ton beaucoup plus sérieux. Et en effet, il y a beaucoup plus de côté pétillant chez Poivet que chez Bruce Willis en VO. Donc en effet, il y a une grosse amélioration ou une plus-value quand même à le voir en français. Là aussi, il faut penser peut-être que Poivet, il a pas grand-chose à défendre. Parce que quand on pense au punchline ou les one-liners, comme on dit, là en fait, quasiment Bruce Willis, qu'il y avait personne en face. Il y avait John Moore en réalisateur. D'ailleurs, une des forces de Die Hard, c'est d'avoir des John McTiernan, Rémi Harlin pour le côté fun, et puis même Len Wiseman qui peut se défendre un peu. John Moore, c'est un yes man. Donc franchement, c'est Bruce Willis qui s'est auto-proclamé sur le 5 gardien du temple, alors que si on prend un petit peu la façon dont il considère les fans de Die Hard, c'est Kevin Smith qui raconte ça, qui considère que les fans de Die Hard, c'est ceux qui détestent le plus, quand même assez sacrilège.
siège. Là, pour lui, c'est lui qui comprend mieux John McClane et qui visiblement sur un script qui est fait par une sorte d'homme de main, quoi, de scénariste de main, c'est comme ça, qui est Skip Woods, qui a fait Opération Espadon, Hitman de Gantz, enfin Xavier, X-Men Origins Wolverine, ou encore l'Agence Touriste, le film. Ah ouais, ok. Voilà. Il y a belle brochette. Et en fait, Skip Woods a quand même essayé de rattacher à la saga, de mettre des vannes, mettre des références aux autres épisodes, et en fait, Bruce Willis a quasiment viré tout ça. Et même en voyant un petit peu les scènes supprimées, je me suis infligé ça aussi, c'est à la limite dans ces scènes supprimées, on retrouve un peu de fun. Notamment, il y a une introduction originale de John McClane, en fait, qui est dans son bureau de police, qui a sa chemise, son flingue avec son holster, etc., qui se fait échanger des documents sur son fils dans les toilettes par un collègue qui lui doit un retour d'ascenseur. D'ailleurs, c'est là où on voit que Jack, son fils, c'est Jack Gennaro, c'est le nom de sa mère, il a pas pris, donc là ça indique déjà que ça va pas entre eux. Donc il y a ça, et en fait pareil, Jay Courtney, il y a une des scènes coupées où ils vont dans une armurerie pour choper, et on voit en Russie que c'est tenu par des bombes, des belles femmes, et qui s'y connaissent vraiment à fond sur l'armurerie, et on voit Jay Courtney qui essaye d'avoir le côté séducteur, genre comme papa j'arrive à séduire, et puis finalement il a le charisme d'une endive, donc ça... mais on retrouve quand même le côté un peu fun, un peu joueur de McClane dans ces scènes supprimées. Et là en fait il n'y a plus rien, et encore heureux qu'on sait que c'est un die-hard, parce qu'on a bien du mal à retrouver McClane. Il fait un yippee-ki-yay assez poussif à la fin. Il y a quoi, il y a la scène de l'ascenseur, parce que dans tous les die-hard il y a une scène dans l'ascenseur, et puis il y a l'Ode à la joie, référence à Pierre de Cristal comme sonnerie portable. Voilà, en gros c'est comme ça qu'on sait qu'on est dans un die-hard. Et j'y reviens donc au fameux one-liner, les punchlines. Là aussi d'habitude il les balance quand même à des personnes, là il les balance pendant la poursuite, donc il est au volant de son camion, de sa voiture, et il les balance à la route, il y a personne qui l'entend, donc c'est entre guillemets là il est forceur sur les punchlines. Et puis à part la blague de de toute façon moi je suis en congé, voilà, il en sort quasiment pas d'autres. Le con! Putain, j'y crois pas! Tu crois que je pige un seul mot de ce que tu dis? Justement, quand on a Jay Courtney en face, toutes les scènes d'un petit peu émotion, ça a du mal à passer. Éventuellement, je peux vous dire à côté de qui on est passé. Il y aurait pu y avoir Aaron Paul. Ouais, écoutez. Non, mais je vous dis, Paul Walker. Ouais. Ben Foster, peut-être. Mais bon, en côté homme d'action, c'est un peu compliqué. Justin Timberlake. Mon Dieu. Ok. Ouais, il y a pire, mais bon. Oui, après, Liam Hemsworth. Ouais. Aussi. Ouais. Bon, d'accord. Et qu'est-ce que j'ai encore à vous proposer? Milo Ventimiglia, mais bon, c'était déjà le fils de Stallone dans Rocky. Donc voilà. Bon, bref, il y avait d'autres choix possibles, et je pense qu'ils auraient été forcément meilleurs. Et là, on est aussi dans une période où Bruce Willis aussi, il jouait encore un petit peu. Il sortait d'une période, il y avait Moonrise Kingdom de Wes Anderson, Lady Vegas de Stephen Frears, il était dans Expendable 2, qui est le meilleur de la saga, Looper, oui. Et par contre, on commençait à avoir des direct ou DVD, hein. Et puis aussi la participation à G.I. Joe, Conspiration, Red 2 et Sin City 2. Bon, il reprend son personnage, mais bref, il commence aussi déjà à faire parler de lui. Il se fait virer de Café Society de Woody Allen, et puis il n'est pas renouvelé dans Expendables 3 parce qu'il demande 1 million par jour. Voilà, c'est le moment où il commence à plus trop jouer, et une des scènes du film qui est la plus convaincante, c'est à un moment donné où il y a un petit peu sur la scène de poursuite, il y a une sorte de tourniquet entre guillemets, une sorte de toupie avec le camion conduit par Jay Courtney et la voiture conduite par Bruce Willis, et ils se font un regard, et les deux, c'est à celui qui a la plus grande mono-expression. Donc finalement, dans cette période-là de Bruce Willis, avoir Jay Courtney comme fils qui est mono-expression, à la limite ils sont raccords. C'est vraiment et à la limite on a cette scène-là du film, c'est l'image de l'état d'esprit. Je vais pas dire forcément que lequel a été fait, parce que je pense qu'ils y croyaient quand ils le faisaient. Il y a qu'à voir les making-of, quoi. Pour eux, c'est le meilleur film du monde. Et même John Moore, il est complètement... Enfin, pareil, si on prend son cursus, c'est assez compliqué, quoi. En Territoire ennemi avec Owen Wilson, le vol du Phénix, La Malédiction 2006, pareil, qui est vraiment opportuniste, parce que c'était pour faire le 6 juin 2006, 666, sortir le film. Max Payne. Oh là là. D'accord, on a compris. Ouais. Bref, on aurait pu avoir aussi d'autres réalisateurs, Justin Lin, Nicolas Winding Refn. Ah ouais. Et même Fred Cavalier. C'est-à-dire que John Moore, c'est un gros faiseur, mais c'est pas
quelqu'un qui s'impose, donc ce qui fait que il a été le yes man de Bruce Willis là-dessus, et c'est pas bon. C'est les bons Die Hard, soit ils sont divertissants, et donc c'est le cas de Renny Harlin, donc le 2 50 minutes pour vivre, et celui de Lance Wiseman, Retour en enfer. et par contre quand on a John McTiernan en face avec Piège de cristal et avec Une journée en enfer, il a complètement réinventé pour chaque décennie le cinéma d'action, donc il y avait quelqu'un en face. Bah là c'est plus du tout le cas. John Moore c'est un yes man, c'est même pas le côté divertissement, c'est le côté je fais ce qu'on me dit, voilà, et donc il n'y a pas vraiment de personnalité, donc c'est vraiment un gros souci là-dessus. Voilà, 1h38 de film, puis même je vois il y a on parlera peut-être des scènes préférées éventuellement, parfois c'est par rapport à l'état d'esprit de Bruce Willis ou John McClane, on a l'impression qu'il traverse le film comme un Terminator, parce que même une scène que j'aimais bien, et finalement quand elle est dans les scènes supprimées, c'est une scène étendue, allongée, et ce qui se passe après, ça me fait détester la scène que j'aime bien dans le film. Heureusement ils ont coupé assez tôt pour rendre cette scène agréable. Dernière chose aussi, c'est que pour The Die Hard, il y avait un méchant d'envergure en face de McClane. Là, on ne sait même pas les nommer. On ne sait pas. On sait quand il y a le twist, parce que c'est un personnage qui est là depuis le début, puis il devient méchant au milieu, mais Komarov, Yuri Komarov, mais là au départ il est censé être gentil, c'est celui qui est censé être oppressé et être la victime, donc on est à ses côtés, voilà. Mais sinon dans cette première partie du film, les opposants à McClane ils sont anonymes. Pareil, c'est un film qui est tourné en Russie, qui est tourné en fait surtout en Hongrie. On pense à des TV de Steven Seagal quoi en fait, et ce qui change c'est juste que c'est friqué, c'est à 92 millions de dollars de budget, donc forcément il y a des scènes de destruction massive, mais à part ça voilà, pareil dans le making of on voit tous les techniciens, les cascadeurs qui sont contents de faire ce film, ils sont super contents parce que c'est le plus gros film qu'ils ont fait, mais ouais c'est des Européens de l'Est, donc forcément quand ils sortent d'un Christophe Lambert, d'un Steven Seagal, d'un Nicolas Cage, bon voilà, dire c'est vrai que c'est leur plus belle expérience. Là aussi le film il est généreux au niveau de la forme, c'est-à-dire qu'ils ont été très bien équipés au niveau armement et au niveau militaire, au niveau des tout ce qui est hélicoptère, etc. C'est vraiment été, ils ont fait un gros effort là-dessus. Et après voilà, c'est au niveau du film où on pourrait dans un film d'action lambda, si c'est pas John McClane, voilà, on pourrait dire que c'est quelqu'un d'autre. Donc vraiment ça a été une énorme déception, et c'est un gros problème aussi d'enjeu. On voit pas vraiment où on veut en venir les méchants dans la première partie, à part chasser Komarov quoi, mais il y a un gros problème d'enjeu. En tout cas, Gravelax, je t'en veux, parce que t'as osé comparer Jay Courtney à une endive, enfin un charisme d'endive. À cause de toi, on va avoir les associations de véganes sur le dos, parce que t'as été insultant envers les endives. Bon, en même temps, voilà, Jay Courtney, il n'y a plus trop grand chose à défendre pour l'instant, mais bon. Oui, donc j'avais une petite question pour toi, Goubi. Tu m'as dit que t'étais pas très intéressé par la saga Die Hard. Non, c'est pas ça. En fait, la saga Die Hard, je compte les regarder. J'ai vu que le tout premier épisode, Piège de cristal, et j'ai envie de voir le 2 et le 3. Bon, après, à partir du 4, apparemment, ça se gâte, donc ça m'intéresse moins. Et justement, en fait, là, j'ai pas regardé le 5, lui, il m'intéresse pas du tout, parce que, forcément, sa réputation de précédent, puis en plus, rien que de voir Jay Courtney au casting, déjà, ça me file mal à la tête, donc c'est hors de question que je regarde ça. Et justement, en fait, j'avais peur, si je regardais cet épisode 5 pour les besoins de l'émission, qu'après, j'ai plus du tout envie de regarder le 2 et le 3, qui pourtant m'intéressent un minimum à la base. J'ai pas envie de continuer à attaquer Die Hard par le pire. Mais si, sinon, la saga Die Hard, c'est juste que j'ai vu le premier, que j'ai apprécié, mais que j'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Bon, il a le statut d'un des meilleurs films d'action de l'histoire. Moi, j'irai pas jusque-là, il m'a pas plu à ce point-là, mais j'ai plutôt apprécié, en tout cas suffisamment pour regarder les suivants. La saga m'intéresse jusqu'au 3. À partir du 4, ça ne m'intéresse plus. Bah même le 4 est sympa. Hein. Ouais. Bah moi tu vois, c'est pas le premier mon préféré, tu vois, c'est le 3. D'accord. Donc si ça peut te motiver pour poursuivre, fonce, Goubi, fonce. D'accord. Peut-être que vous présentez votre pire scène du coup. Oui. Ah, juste quelques petites choses si je peux. Bon, juste on parlait aussi du méchant, donc à la place de Sébastien Corr, entre guillemets, qui était un grand acteur. Il a fait, lui par contre il a fait des gros films, il a fait Amen de Sagavras, La vie des autres, Black Book de Verhoeven, Le pont des espions de Spielberg. On a failli avoir Patrick Stewart. Ça aurait pu être là au moins voilà, un méchant reconnaissable. Bon. Et dire aussi que c'est un des films, c'est le seul film de la saga où McClane ne tue pas le principal antagoniste en fait.
Donc, de toute façon, on a vraiment l'impression que Bruce Willis, enfin McClane, il subit l'action plus qu'il la provoque. Il est à la traîne tout le long, en fait, quasiment. Voilà, peut-être à part le début, quoi. Mais après, dire aussi, il y a une grosse scène au début de course-poursuite sur le périphérique qui est supposé être celui de Moscou, mais qui est celui de Budapest. Mais en fait, avec McClane, il passe au-dessus des gens en camion, mais en fait, il doit faire une vingtaine de morts innocents. Ça aussi, on comprend pas. Il y a aussi un manque de. C'est un film où il faut vraiment une grosse suspension d'incrédulité pour être en empathie. Il y a ça aussi, c'est qu'on a du mal à être en empathie, même avec McClane. C'est un gros souci là-dessus. Même, pareil, c'est vraiment Terminator, quoi, dedans. Il fait 2 tonneaux, enfin, deux séries de tonneaux avec 2 véhicules différents. Il s'en réchappe sans égratignure. Bon, on peut parler aussi de l'épisode à Tchernobyl, non? Avec le spray qui enlève la radioactivité. Ouais, d'accord, non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais ça aussi, c'est vraiment Grenoble que McClane place en Suisse. Bon. D'habitude, les Die Hard, ils sont en cinémascope. Et là, vraiment, celui-là, il est en 16/9. Donc, vraiment, ça montre l'ambition du film, quoi. Vraiment, c'est pas correct. Il y a rien qui veut. Moi, c'est pas la meilleure scène du film. Non, la pire. La pire? Non, je vais quand même. Je t'ai dit, je vais rester sur une bonne note. D'accord. Je vais me refaire la bande-annonce. Au moins je passerai on va dire parce que même la bande-annonce on voit les défauts, on voit énormément de défauts dans la bande-annonce et donc du coup mais je me contenterai de la bande-annonce. D'accord. Et je pense que bon, pour ceux qui hésitent à voir le film, il faut regarder la bande-annonce et c'est tout. C'est tout. Je finirai aussi sur une critique positive. Oui, d'accord, vas-y. Pour finir sur une note d'espoir. Mais dis-nous pourquoi selon internet il faut voir ce film. Peut-être que Gravelax veut raconter sa pire scène. La pire scène, pour moi, c'est parce qu'elle déconstruit tout. C'est-à-dire que normalement, c'est le moment fort du film. La première scène d'action de course-poursuite. Mais en fait, c'est trop saccadé. C'est-à-dire que ils ont mis. Alors, je pense qu'ils ont peut-être dû se tromper, quoi. Ils ont marqué 82 jours de tournage pour cette scène. Et en fait, c'est très. L'action est très coupée. C'est-à-dire que vraiment, il y a un plan, une seconde, ce dont ils n'ont pas forcément besoin. Et surtout, c'est là où, dans cette scène où il y a tous les enjeux qui explosent. La sympathie pour McClane, c'est ce que je dis. Bah voilà, s'il tue entre guillemets 20 innocents, alors que bon, c'est pas du tout décrit, quoi, mais on le présuppose. Le fait que son point fort, les punchlines, bah, il se les dit tout seul. Moi, c'est des souvenirs de spectateur. Ça, moi, je suis allé le voir le premier jour parce que j'avais hâte. C'était un film que j'attendais. Et finalement, je me dis, bah voilà, ça fonctionne pas. C'est forcé. Ce qui doit être une des scènes principales du film, bah, c'est de la bouillie. C'est limite illisible. C'est pas cohérent. Moi, à la limite, c'est le plan. En même temps, maintenant, on en rigole, mais voilà. Mais c'est ce que je disais où voilà, les deux regards à véhicule espacé se confrontent et voilà, Bruce Willis qui même pas le côté badass, quoi, et Jake Courtney, bon, avec le regard qu'on lui connaît. Voilà, donc à la limite c'est plus cette partie là qui pourtant doit être le point fort du film et qui finalement qui fait exploser tous les enjeux ou toute l'empathie, toute la cohérence. On sent que ça fonctionnera pas, on sent qu'on n'est plus dans un Die Hard. C'est triste. Alors c'est le moment de nous raconter pourquoi selon internet il faut voir ce film. Mais heureusement qu'il y a des personnes qui espèrent, qui espèrent encore. Bon, donc je commence. La presse qui met une note de 1,8 ? Non mais je me marre, quoi. Sincèrement, vous auriez mieux fait de changer de taf plutôt que de mettre des notes pareilles. Vous m'avez fait douter de la saga que j'ai toujours vénérée comme une bible. Si on veut pas voir d'action non-stop, de tueries, de répliques délirantes et d'explosions à gogo, il faut pas regarder derrière, les gars. Bon, d'accord, quelques passages sont abusés, mais tout est dans le titre. D'accord. John McClane, c'est pas le type qui se jette dans le vide avec une lance à incendie, c'est pas le type qui descend en rappel avec une bandoulière, c'est pas le type qui surfe sur un camion ou un métro. Bon alors, c'est vraiment comme ça. Bon alors, certaines cascades ont juste été poussées à fond dans le délire. Je pensais mettre moins que 5 sur 5, mais notations sont si révoltantes que je vais faire un geste. En plus, le fils a un bon jeu d'acteur. L'histoire n'en finit pas en rebondissement. Et le final est carrément énorme. Et on en redemande. Allez, courez le voir, ça vaut le détour. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre le 6 en les regardant tous à nouveau. Tu vas attendre longtemps, mon pote. Eh ben... en tout cas, je suis convaincu. Je vais regarder ce film très bientôt. Franchement, oui, ça a du temps à tuer. Oui, mais cette critique vous détrône complètement. Franchement, il m'a plus convaincu que vous. Sinon, on peut avoir aussi un conseil alternatif qui visiblement respecte mieux la saga que Die Hard 5. C'est le e-book Stroke It Hard with a Vengeance avec John McBanksolot. Qui est le e-book porno de la saga qui visiblement en effet d'après la critique respecte mieux la saga
que Die Hard 5. Voilà, donc bon. Et après ça doit être la version porno, ça doit être Dick Hard ou quelque chose comme ça. Voilà. Pourquoi peut-être une version, un numéro, spécialisé dans les dans les titres, dans les parodies. Oh, putain. Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour pour. Ouais, il est temps de passer au dernier film. C'est incroyable le temps qu'on passe sur des films comme ça. Quoi. Ouais, mais faut dire, de toute façon, il faut rentabiliser le côté, voilà, on a quand même sué sang et eau pour s'infliger ces films. Faut quand même qu'il en reste quelque chose. Voilà, si c'est pour en parler 5 minutes, c'est pas normal. Et alors là, au moment de passer au dernier film, je tiens quand même à insulter Gravelax, espèce d'en... Non, on coupera ça, on mettra un bip. Tu mettras un bip, du coup. Espèce de bip. Espèce d'enfant. Je tiens à t'insulter parce que là tu nous as détrôné. J'avoue que j'ai choisi ce que j'ai considéré comme le pire film. Casa l'a fait aussi. Alors le tien, c'est vraiment, tu nous détrônes. T'en as même pas encore parlé que je m'avoue déjà vaincu. Mesdames et messieurs, je laisse Gravelax prendre la parole. Eh bien oui, je voudrais parler en effet de Bad Buzz de Stéphane Kazandjian, en fait de 2017, qui est considéré comme le film de Éric et Quentin, qui était intervenant à Quotidien, et en effet donc qui aussi a eu, contrairement à Die Hard 5 et Apollo 18, n'est pas rentré dans ses sous, puisqu'il a fait en tout et pour tout 50 000 entrées, et encore je suis généreux, un petit peu moins, alors qu'il y a eu la fête du cinéma, et qu'il y a eu une grosse campagne de promotion également par les réseaux qu'ils avaient, et en fait oui, vraiment c'est un film comme ça de 1h13, générique inclus, qui en effet nous fait un effet ressenti au moins de 2 heures, et pour dire rapidement donc le pitch, c'est en effet donc Éric et Quentin qui gardent le même nom. C'est peut-être un tort parce que bon, ça fait que finalement on les identifie comme étant des personnages publics, et qui dans ce film ils ne sont pas forcément sympathiques. Alors, bref c'est autre chose. En effet, qui anime donc une émission pour enfants qui s'appelle C'est trop chou, et qui dans une soirée donc après un imbroglio, en effet une danse ratée où Quentin donc se retrouve les fesses à l'air avec un berger allemand derrière lui, et Eric qui a le bras tendu, se retrouve en effet victime d'un bad buzz, d'où le nom du film, où en effet on les fait passer pour des nazis zoophiles partouzeurs. Voilà. Ça part déjà très bien. Voilà, c'est tout le pitch. Et donc en effet, ils ont tout un week-end avant le retour de leur patron pour faire un good buzz, en effet, et ne pas être virés tel lundi. S'ensuit une série de péripéties toutes plus drôles et divertissantes les unes que les autres. Alors oui, en effet, quand je vous ai proposé ce film-là, déjà, pas un petit spoil, mais c'était pas celui que j'avais en tête, puisque celui que j'avais en tête, c'est vraiment un puits sans fond, et on va faire un épisode spécial dessus. Vous verrez quand ça aura lieu, mais forcément c'est celui-là qui m'est venu aussi en premier comme plan alternatif. Alors c'est vrai que ça fait un peu l'impression de tirer sur une ambulance, mais c'est aussi un film qui finalement après coup a aussi une histoire, parce que autant je parlais avec le goût des merveilles dans l'émission sur les découvertes que il avait eu le droit qu'à une sortie en DVD, autant Bad Buzz n'a même pas de sortie physique. Il est en effet seulement disponible sur la VOD de TF1, où on peut l'acheter et pas le louer, donc c'est 16€, quelque chose comme ça. Je me suis quand même renseigné, j'ai regardé un petit peu, il est aussi disponible sur Google Play, quelque chose comme ça, toujours pareil à l'achat, et donc là on est à 12€. Voilà, mais en effet il n'a pas de support physique. Voilà, donc il y a ce côté un peu victime de Éric et Quentin après la sortie du film et l'échec, où on se dit finalement ils se sont dit peut-être ça deviendra un film culte. Et il y a Daniel Andreev, Camille Robotics, ça du podcast MDR et de Super Sonic Battle notamment, qui avait fait son article de la comédie française en 2017, et qui avait conclu par: s'il disparaît de la plateforme TF1, le film Bad Buzz ne deviendra pas culte mais une légende. Vraiment, on ne sait même pas s'il aura existé en fait. Voilà, ça montre un petit peu le désastre qu'a été ce film, et aussi la prétention qu'ont pu avoir Éric et Quentin, aussi bien avant et après. Pourtant, je pense que c'est des bonnes... je pense pas que ce soit des mauvais garçons, au contraire. De toute façon, maintenant ils sont sur France Inter depuis septembre, ils font une émission sur la musique urbaine, le samedi soir, le Grand Urbain, mais on les voit de moins en moins, c'est vrai, même après le film, ils étaient plus réduits qu'à une fois par semaine, je pense à Quotidien. Oui, c'est une grosse maladresse en effet de communication. Là, pour l'instant, on ne parle pas beaucoup du film, mais ne serait-ce que ne pas avoir fait de projection de presse. On a parlé pour Apollo 18, le fait de avoir un peu nargué les journalistes la veille ou l'avant-veille avec un sketch où il parodie toutes les critiques possibles qu'aurait pu avoir le film, et ça c'est avant que le film sorte en salle. Voilà, le Figaro, Le Monde, Télérama, etc. We
alors nous avons vu Bad Buzz, le film d'Éric et Quentin. Alors, c'est exceptionnel. On dirait la grande vadrouille mélangée à Star Wars. Éric et Quentin sont les Bourvil et de Funès 2.0. Alors, c'est formidable. J'interviens. En revanche, il y a un bémol au casting. On peut le dire, Jean-Pierre. Oui. C'est l'absence d'Emma Stone. Oh. Elle n'est pas là. Elle ne danse pas comme ça, là. Comme ça, là. Éric et Quentin sont des radins, voilà la vérité. Des radins. Voilà. Jean-Yves Henry, la rédaction du Figaro, alors... Nous avons vu le film Bad Buzz. Quel punch, ça. C'est d'un dynamisme. Les macronistes et les gens de droite vont adorer. Mais je pense aussi les gauchistes, vous savez. Ah bah, s'ils ne téléchargent pas le film... On bien dit ça. Sale gauchiste, il télécharge. Vive le Cap Ferret. Allez. Non mais le film Bad Buzz est complètement fou. Ouais, non mais c'est top, c'est un film engagé et engageant, j'ai adoré la prise de risque. Ouais, le terme Bad Buzz, tellement iconique des années 2017. Ouais, c'est comme une monographie de Man Ray, c'est dithyrambique. Ouais, dithyrambique quoi. Ouais, non, ça veut rien dire. Enfin, c'est top quoi. Non, top. Dithyrambique, non, tu vois. Ouais. Pour moi, Bad Buzz, ça n'est pas du Wong Kar-wai, je vais être très honnête. Ce film expose un délabrement institutionnel, clairement. Oui, c'est un visuel oxygénant et à la fois protubérant, j'ai envie de dire. Ah oui, et la ritournelle finale est l'expression logorique de la comédie, voilà. À la fois mythologique et tautologique, bref, c'est bien. Voilà. Allez le voir. Le 21 juin. À nous, chez Vogue, on a adoré. Moi, j'ai trouvé les teasers hyper trendy. Ah non, Bad Buzz, c'est sauf 21 juin 2017. J'adore. Vous pouvez dégager, par contre. Bon, donc ils ont pas mis la presse dans leur poche. D'ailleurs, je pourrais lire un petit peu des critiques de presse avant de lire une autre critique, faussement plus positive. Donc en effet, voilà, le problème, c'est qu'on a un rythme effréné. C'est beaucoup de petits sketchs, entre guillemets, et on a tout ça sur 1h10, et c'est vraiment très pénible à la fin. Ouais. Non, pas qu'à la fin. Pas qu'à la fin. Non, mais on a un rythme... c'est ça un petit peu le côté, le rythme YouTube, par des gens qui sont de la télé, qui sont même pas de YouTube, en fait. Donc genre, oui, on a compris ce que c'était, et voilà, c'est ce qu'ils ont cru, et finalement c'est pas le cas. Et juste dire ça aussi, à la limite, si j'avais quelque chose à sauver du film, quand on a des films un peu comme ça, comiques, parodiques, les premiers films de comiques, il y a des choses qui doivent être marrantes au premier plan, et puis qui, après un visionnage, on découvre, comme y a-t-il un pilote dans l'avion, enfin de ce genre de film-là, qu'il y a des choses qui se passent aussi au second plan. Et ça, quand on le revoit, on se dit, ah bah tiens, ça je l'avais pas vu. Et finalement, moi j'ai fait des pauses quand il y avait eu des moments un peu chargés, comme quand on voit les réactions des réseaux sociaux. À la limite, là, c'est là où ça m'a fait le plus marrer, parce que j'ai fait pause, j'ai bien décortiqué ce qui était marqué. Puis en plus, c'est des références. Et il y a tous les hashtags, quand ils ont le bad buzz, hashtag pédésexuel, donc ça, c'est référence à South Park. Je suis un pédésexuel. Partouzeur de droite, ça, c'est référence à Mosinor, quand il parodie Cobra avec Stallone, là. Je vais baisser mon 45 Magnum. Je sais très bien que tu veux me flanquer, espèce d'animal préhistorique, partouzeur de droite. Ouais, hashtag heure sombre de l'histoire, hashtag ramène-moi la canine. Toujours pareil, l'orthographe des haters qui ont une orthographe de merde. Ouais, genre oui, non mais vous mettez trop le seum, il y a des enfants qui meurent de faim du sida en Afrique. Voilà. Voilà. Et aussi le fait qu'ils soient supportés par les fachos, parce que comme il y a un gif avec Hassan Ulazi, en fait il se récupère tous les racistes. Donc il y a le hashtag trop de couscous, hashtag touche pas mon boche, Brigitte Bardot doit se retourner dans sa tombe, et c'est le compte 60 millions de nazis, et allo quoi, mais tu t'es jamais fait hank par un chien? Non mais allo quoi. Donc bref, il y a énormément de choses comme ça, ouais. Royal câlin, bon, c'est gentil. Beau poney célibataire si tu veux. Et mec c'est trop chou, great again. Wow. Puis les pointeurs de chiens. Bon bref, il y a beaucoup de choses qui sont... Voilà, ce truc rigolo, c'est finalement quand... rigolo, hein, par rapport à ce que propose le film. C'est faut faire pause en fait. Pareil, la première scène du film elle est complètement hystérique puisque c'est un résumé de leur émission pour enfants avec des illusions d'optique. Bon, on vous la juge, on en a vu quelques, enfin surtout une qui nous a. Bon, il a fallu mettre pause, mais bon, on a un petit peu été interloqué pour une émission pour enfants. Non, moi j'aimais leur rubrique quoi, pimper leur chien. Pareil, après des choses qu'on comprend pas tout de suite parce que voilà, ils proposent dans leur émission de faire des recettes sans gluten et en fait c'est parce que le personnage de Quentin, il est hipster. Voilà, il est vegan, tout ça. Enfin ouais. Mais sur la première scène du film, ça n'a pas de sens. En fait. Bon, ils supposent peut-être que on reverra leur film et que cette fois on comprendra. Voilà, une deuxième vision. Après, je vais vous laisser parler parce que moi j'ai encore beaucoup de choses à dire. Donc, si vous avez des choses à dire dessus, moi j'ai noté pas mal de choses. Ouais, le problème en fait, je pense aussi, c'est que tout part déjà d'un truc pas drôle, c'est-à-dire que tout l'enjeu du scénario, on peut appeler ça un scénario, mais admettons qu'on appelle ça un scénario. Tout l'enjeu du scénario est basé quand même sur un élément qui déjà est vraiment
vraiment pas drôle au départ, quoi. Cette fameuse photo dont tu parlais qui a été faite, bon, avec un cul à l'air, c'est vrai que c'est génial, hein. Tout basé sur une blague de cul, j'ai envie de dire. Ça relève du génie quand même. Ce qui m'a un peu surpris aussi, c'est le côté tellement maladroit qu'il en devient méchant dans certaines scènes. En fait, le film, je pense notamment à toutes les blagues, par exemple avec les trisomiques. C'est tellement pas drôle. C'est consternant. Ça en devient insultant en fait. C'est d'une violence. Ça en devient insultant pour les personnes trisomiques. Et s'il y avait que encore, c'est pas les seuls à en prendre pour leur grade, mais on va dire c'est peut-être les scènes les plus maladroites, les blagues les plus maladroites, c'est peut-être celle-là. Après, le truc, c'est que pour réaliser une bonne comédie, il faut un bon scénariste et des bons acteurs. Le problème, c'est que Eric et Quentin, ils ont voulu faire les deux, sauf qu'ils sont ni scénaristes ni acteurs, et du coup c'est aussi pour ça que ça marche pas. C'est que non seulement leur jeu est mauvais, mais forcément les blagues sont mauvaises. Tant ils ont jamais écrit de film, et puis j'ai pas trop compris, en étudiant quand même les crédits, ils sont aidés en fait par une aide à l'écriture, donc c'est par Flora Depra Colonna, qui en fait, quand on regarde son CV, alors je ne sais pas après, elle a été juste actrice dans La Buzz. Waouh. Mais après le CV après je sais pas, ça mentionne une formation, mais c'était la seule aide. Pareil, donc je pense que il y a un gros souci là-dessus, où eux sont partis d'une idée, justement ça, on l'entend dans le film, ils sont partis de le scandale de John Galliano qui Yves en 2011 avait insulté à la terrasse d'un café, il avait tenu des propos antisémites sur des passants, et à partir de là le bad buzz s'est répandu. Pareil, il a perdu son contrat avec Dior, il l'a retrouvé après coup, quoi, mais eux, leur point de départ, c'était ça. Et après, dans leurs propos, ils ont voulu aussi parler des dérives des réseaux sociaux, quand ils parlent de leur film, même après coup, pour justifier un petit peu l'échec. Notre film, il avait aussi une portée sociologique et politique. On a été trop loin. Nous, on a préféré ne pas se lisser que de faire des entrées. Puis notre film deviendra culte avec le temps. Donc voilà, c'est même après coup, c'est très compliqué. Puis pareil, après, quand on lit les notes d'attention et ce que ça rend à l'écran, c'est compliqué parce que le réalisateur, par exemple, dit on a voulu faire aussi des grands gamins, quoi, des gens très sympas. Mais en fait, le côté grand gamin, ça fait passer vraiment pour des gens très antipathiques. Parce que finalement, ils ont beau travailler depuis 10 ans ensemble, ils se mentent, ils connaissent pas la famille de l'un et de l'autre, quoi. Au bout de 10 ans, c'est ce qu'on voit. Ils se cassent du sucre sur le dos, alors que ça doit être des potes. Et même quand ils sont dans la difficulté, on comprend pas pourquoi, par exemple, ils prennent le bus pour se rendre au Havre, hein. C'est là où il y a l'enterrement de la grand-mère de Quentin. Et donc, ce que je dis, même quand ils sont dans la merde, ils continuent à se tirer dans les pattes ou à être désagréables. Donc là, vraiment, on a du mal à être vraiment en empathie. Ce qui doit de la naïveté, ça devient en effet de la méchanceté. Et en plus, le fait de se mettre en danger, dans le sens où les personnages s'appellent Eric et Quentin. Ça paraît déjà, on peut dire, prétentieux, mais de se mettre eux-mêmes en scène dans leur propre rôle, soi-disant, même si forcément ils passent par l'idée, c'est forcément exagéré, mais ils commencent très mal, qu'en fait. Et puis le problème aussi, c'est qu'ils utilisent le même problème que beaucoup de comédies, c'est que dès qu'il y a un creux au bout de 5 minutes, il faut qu'ils mettent une blague de cul, comme je disais. C'est tellement facile, et comme des creux, il y en a absolument tout le temps dans le film, sachez qu'il y a tout le temps des blagues de cul. Enfin, soit une blague de cul, soit ils utilisent même pas forcément une blague, mais juste un mot, du jargon du cul tout le temps. Puis pareil, une autre technique aussi qui est utilisée dans ce film et qui est utilisée dans toutes les mauvaises comédies, c'est la scène du fou rire, bien sûr. Faut qu'à un moment, on n'a pas mis de trucs drôles depuis 3 ou 4 minutes, alors qu'est-ce qu'on fait? On met un personnage qui a un rire très communicatif, on le fait se marrer. La technique Chevalier du Fiel. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais le problème, c'est ça, c'est que c'est pas des acteurs, c'est pas des cinéastes, c'est pas des scénaristes, c'est juste des showmen de TV, sauf qu'ils devraient rester à la TV. On l'a vu, par exemple, je pense, il y a quelques années avec Les Clés de bagnole de Laurent Baffy. Laurent Baffy, pareil, c'est un mec qui vient de la télé, il est très bon à la télé, il a essayé de faire un film, ça a pas marché du tout. Bon, encore, il y avait au moins une idée originale avec Les Clés de bagnole. Une idée originale, il y avait quand même énormément, sous le prétexte de la comédie, énormément de choses très méta sur le cinéma, ou le running gag, etc. Donc, qui était aussi un film didactique. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans Les Clés de bagnole. Moi, je continue à le défendre, ce film. Il est vraiment utile, intelligent, il y en a pour tout le monde. Après, voilà, c'est vrai que peut-être Baffy, quoique par rapport à Eric et Quentin, il a un cran au-dessus par rapport au niveau acting, parce qu'il a fait aussi du théâtre. Non, mais Les Clés de bagnole, il est largement... pour moi, il n'y a aucune comparaison, à part le fait que ce soit des gens de la télé, en effet, mais il n'y a aucune comparaison. Il y a beaucoup plus d'ambition, d'intelligence, parce que Baffy, il écrit des pièces de théâtre aussi, donc il a l'habitude de l'écriture. Mais non, le film de Les Clés de bagnole, il est rudement intelligent. On n'est plus du tout dans la même dimension. Et à la limite, on aurait pu aussi essayer de les rapprocher d'Eric et Ramsey, mais disons qu'au moins
moins Eric et Ramsey ça avait marché, je pense, parce qu'ils essayaient pas d'attaquer tout le monde comme eux le font dans le film. C'est-à-dire que eux dans leur film ils essaient de faire de l'humour en attaquant les handicapés, les migrants. Voilà, les migrants. Enfin, ils attaquent un peu tout le monde. En fait, les juifs à un moment, enfin tout le monde y passe, quoi, les vieilles, enfin tout le monde. Eric et Ramsey au moins ils s'attaquaient pas à tout le monde. Surtout ils avaient créé leur personnage, comme tu disais. Ils ont pas fait de film où ils s'appelaient Eric et Ramsey. Par exemple, Tour Montparnasse. Donc voilà, ils ont créé leur personnage de gogol, comme ils disent. Alors après, ça peut être un humour qui plaît pas à tout le monde, mais au moins ils avaient quand même créé quelque chose. Après, c'était fortement inspiré de Dumb and Dumber, c'est sûr, mais ça ressemblait beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une blague dans le film Bad Buzz qui est reprise et qui fait énormément penser à un running gag de la série Platane d'Éric Judor, justement, où je crois qu'ils sont dans un hôpital à ce moment-là et qu'il y a quelqu'un qui confond Eric avec Quentin. Enfin, Quentin, non, moi c'est Eric. Et ça, c'est une blague qu'on entend justement plein de fois tout au long de la série Platane, avec tout le monde qui appelle Eric Ramsey. Non, moi c'est Eric. Mais du coup, voilà, une des seules vannes qui marche à peu près, c'est une vanne qui est même pas deux. Et en plus, justement, ils reprennent avec le prénom Eric, comme par hasard, justement, Eric et Ramsey, Eric et Quentin, Eric et Ramsey. Bon, c'est dommage. Puis surtout, ça marchait en fait, je trouve, avec confondre Eric et Ramsey, parce que eux au moins ils sont connus, je veux dire. Alors que Eric et Quentin, bon, ils se passaient dans le quotidien, mais ils ont pas la même renommée qu'Eric et Ramsey. Ouais, puis c'est un duo de scène, c'est-à-dire qu'il y a quand même le côté entre guillemets acting. Après, c'est un show d'humour, donc mais il y a quand même la confrontation avec la scène. Voilà, ce que n'ont pas fait Eric et Quentin. Ouais, c'est ça. Puis je trouve que encore pour les confondre, faut pouvoir les reconnaître déjà. Oui, voilà. Alors que Eric et Ramsey, on peut les confondre parce que bon, on les a forcément quasiment tous déjà vus. Eric et Quentin, bon, je dis avec Quotidien, ils ont leur petite renommée, mais pas sûr que tout le monde les reconnaisse dans la rue, donc les confondre encore moins, j'ai envie de dire. Après, il y a aussi l'exemple du Palmacho. Mais eux, ils ont réussi. Oui. Genre eux, ils viennent de YouTube. Eux, ils ont tout réussi, quoi. Ils ont fait YouTube, télé, tout ça. Ils ont fait la folle histoire de Max et Léon, et qui était plutôt pas mal pour un premier film. Oui. Et aussi parce qu'ils ont été bien entourés aussi, je pense. Ça aussi. Mais pareil, c'est parce qu'ils venaient à la base. Bon, après, ils ont été sur D8 et C8. Puis ils viennent de YouTube à la base, donc ils ont le langage. Ils se sont entourés de gens aussi qui étaient de YouTube pour beaucoup, puis des vrais acteurs qui étaient venus faire des participations. Mais voilà, eux venaient de YouTube. Là, on a par contre des gens de télé qui essaient d'avoir un rythme YouTube en disant on a tout compris au cinéma. C'est quand même une sacrée prétention. Même quand on voit dans les références se revendiquer les trois frères, les inconnus, c'est pour le côté péripétie un petit peu. Thelma Louise pour le duo, et pour le côté aventure, Indiana Jones. Waouh, putain. Donc voilà. La danse alors, Slumdog Millionnaire Non, Rabbi Jacob. Mais ouais, voilà, donc c'est ce qu'on voit. Quoi. Et le Palmacho surtout, bon, ils viennent de YouTube, mais quand ils étaient sur YouTube, déjà on voyait qu'ils savaient jouer, ils jouaient des personnages, tu vois, et on voyait quand même déjà, même si c'était pas du cinéma, on voyait déjà leur qualité d'acteur. David Marsay, par exemple, je sais plus le nom de l'autre, c'est con, parce que je l'aime beaucoup. Ludwig. Oui, voilà, c'est lui que je préfère des deux, c'est encore pire que je perde son nom, alors c'est celui que je préfère. Mais ouais, enfin voilà, ils ont leur talent d'acteur qu'on voyait déjà même quand ils étaient pas encore au cinéma, quoi. Alors que Eric et Quentin, bon, j'ai rien contre eux, ils ont été capables de me faire rire de temps en temps dans le quotidien, mais c'est pas des acteurs, ils ont jamais montré de capacité d'acteur. Comme la dirait, ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, ils sont très rapides. Non, on pense au producteur aussi Abel Namias, qui avait fait à peu près tous les Michael Youn, La Buzz, Les 11 Commandements, Incontrôlable, Battant d'écart avec Virginie Fira et Pierre Ninet, Seul aussi, mais qui avait produit aussi le deuxième meilleur film du monde, Cinéman. Oh là 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 là, le fameux. On va pas commencer à parler de ce film parce que... non mais voilà, donc bon, il a touché deuxième fois le fond. Dire aussi que c'est une production EuropaCorp, donc ça n'a pas dû arranger leur compte, mais c'est EuropaCorp qui avait interdit les projections de presse. D'accord. Donc un petit peu de lucidité quand même. Ouais, voilà. Mais bon, un gros souci là-dessus. Donc juste lire aussi le résultat, c'est-à-dire que le fait d'avoir boycotté la presse, la presse c'est un peu vengé. Il y a le Figaro qui a dit finalement il n'y a pas eu de projection de presse, comment dire, c'était pas une punition, c'était une sorte de faveur de ne pas nous montrer le film. La meilleure critique, c'est Voici qui met 3 sur 5. Waouh, quand même. Alors, une comédie sketch politiquement incorrecte à base de chats psychopathes et de blagues sur les trisomiques et les migrants. Vous êtes prévenus. Putain. Ça aussi, ils arrivent à ne rendre pas drôle des blagues sur les chats.
Des passages sur les chats. Il est hyper mal fait en effets spéciaux. Non, vite fait, à voir, à lire, qui sont souvent assez durs, donc 2/5. Plutôt mal joué, plombé par de nombreux gags et tombant à plat. Le premier film d'Éric et Quentin est un nanar à l'humour régressif, occasionnellement drôle, du vrai cinéma Z. Bon. Occasionnellement drôle, c'est déjà pas... C'est déjà une faveur, quoi. Ouais, c'est une faveur. Le Parisien 2/5. L'autodérision du tandem fait souvent sourire, notamment celle de Quentin. Quentin, c'est le grand. Qui campe ici un bobo adepte du jus céleri épinard en couple avec une femme mûre, Marianne Chazelle, mais les vannes trash, scato et très provoque tombent souvent à plat. Et enfin, écran large. Alors eux, par contre, ils ont laté le film, mais avant et après. 1/5. Candidate au titre d'étron de l'année. Cette tentative de recycler deux des pires comiques actuels est un afton métastasé. Je dis ça parce qu'en effet, après l'échec du film, donc à la fin juillet 2017, Éric et Quentin ont été interrogés par Technicart. Ils avaient donc justement fait l'article donc où ils expliquent on est les pauvres malheureux. Voilà, le film avait, comme je disais, une portée politique et sociologique. Notre film, il a un côté trash et transgressif. Alors que quand on a le réalisateur qui propose ça, il dit non, au contraire, on a évité tout le trash. Enfin, ça c'était avant que ça sorte. Et ouais, c'est le côté trash et transgressif du film qui a été responsable de cet échec. Voilà, on ne s'est pas lissé pour faire des entrées. Le film se recule dans 15 ans, comme je le dis. Et on a écran large qui, après cet article, ils se foutent encore d'eux. Voilà, d'après eux, ils ont fait un film avant-gardiste et courageux. Voilà, pour eux, c'est ça qui est la cause de l'échec du film, pas sa nullité crasse. Voilà, ils ont été victimes d'un complot franc-maçon et reptilien de la presse. Or bon, il n'y a pas eu de projection de presse et bref, ils reconnaissent aussi que écran large, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas été très bienveillants. Ils ont eu la bienveillance envers le film d'un épaulard affamé rencontrant un bébé phoque. Voilà. Donc, à peu près le Télérama, on est dans un spectacle de CM2 ou du politiquement incorrect pour les nuls. On comprend pourquoi on nous a empêchés de voir la chose. Bon, bref, voilà. Donc, puis après, si on prend le côté ratio spectateur par salle, etc. Donc, en effet, il a remboursé 3% de son budget. Si on enlève tout ce qui vient aux salles, aux exploitants, etc. En effet, et malgré la fête du cinéma, malgré la chaleur, parce que dans les critiques des spectateurs, on trouve souvent, heureusement la salle était climatisée parce qu'il faisait très chaud dehors, donc ça, c'est ce qui nous a poussé à rester dans la salle. Pareil, ils ont profité de l'espace de l'antenne qui leur était mis à quotidien. La veille du film, ils ont eu un quart d'heure d'interview par Yann Barthès. Ouais, donc on peut pas dire que ça a été, on savait pas qui sortait entre guillemets. Ils ont bien bourré la promo. Donc même dire aussi que le chef op, je vais pas le nommer parce qu'il a fait l'effort, mais il a supprimé de IMDb le film, même s'il a fait Pattaya. Après il y a des choses un peu plus prestigieuses, quoi, Sauver ou périr avec Pierre Ninet, présumé coupable sur l'affaire d'Outreau. Pareil, l'enquête sur Clearstream. Donc voilà, donc il a même enlevé toute référence à ce film-là dans la filmographie IMDb qui pourtant est très complète. Je pense que c'est le seul mec du staff qui peut encore sauver un peu sa carrière, donc c'est pas plus mal qu'il enlève ça de sa filmographie. Ah oui, parce que même le réalisateur, qui peut un petit peu peut-être se rattraper avec le poste de script doctor qu'on lui donne dans les productions, même s'il faisait beaucoup de productions pour le coup EuropaCorp. EuropaCorp un peu en difficulté en ce moment. Ah oui, puis j'ai beaucoup aimé dans les crédits le fait que le réalisateur remercie sa famille d'avoir sacrifié les vacances 2016 pour permettre la réalisation de ce merveilleux film. C'est vraiment... ça fait mal. Est-ce avant de passer à la critique positive, on dit notre pire scène ? Ah oui. La mienne, c'est simple, c'est la scène de pisse. Voilà, parce que comme ça, je parle de scène de cul, mais il y a aussi, pas parler que de derrière, on peut parler de devant aussi. Enfin, vraiment, parce qu'il y a des scènes comme ça aussi. Donc une scène assez révoltante quand même, où apparemment, Éric et Quentin jugent qu'il faut aider un trisomique à pisser. Ce qui, déjà dit comme ça, est assez révoltant. Mais alors, en plus, comment c'est mis en scène dans le film, avec Quentin qui se prend la pisse dans la gueule. Même Jean-Marie Bigard aurait fait mieux. Mais oui, mais déjà même lui aurait pas osé, c'est dire. Il n'aurait même pas osé déjà. C'est drôle, on se marre, 24 c'est pipi caca quoi. Moi c'est avec les trisomiques aussi, mais c'est dans le bus. J'hésitais ça m'a révolté. Comment tu peux oser traiter dans un film un trisomique de mongol? Comment c'est encore possible en 2017 quoi? Enfin là c'est en 2017. Et là où ils étaient encore plus cons, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en fait, c'est que en plus ils se sont mis en scène eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se sont mis en scène Éric et Quentin, c'est même pas des personnages, ils se jouent eux-mêmes et ils sont
très méchants envers les trisomiques et les traitent de mongols. Et c'est encore pire pour eux parce que du coup on a presque l'impression qu'ils le pensent vraiment en réalité. Non seulement la blague est pas drôle, mais en plus c'est extrêmement con de leur part. Ah ouais, c'est super dangereux. Non, puis c'est ce qu'on disait là tout à l'heure quand on l'a visionné, c'est comment est-ce possible que des producteurs se sont dit ouais, vas-y, on lance le film. C'est ça, c'est que quand on veut faire l'humour pipi caca, en général quasiment jamais bon, mais alors quand en plus on veut faire des blagues sur les handicapés, sur les juifs, sur ce genre, toutes les communautés comme ça, faut vraiment avoir un sacré bagage derrière et déjà avoir prouvé par le passé qu'on n'est pas raciste, je pense, avoir fait des très bons sketchs ou des très bons films. Eric et Quentin, ils ont quasiment rien fait avant ça et ils s'attaquent à ce genre de sujet et, ils avaient intérêt à être vraiment bons. Malheureusement, c'est pas vraiment ce qui est arrivé, quoi. Ouais, puis il y a toujours une nuance. Enfin, quand tu fais une blague comme ça sur, à la limite, des blagues racistes, genre je pense à qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu, tu vois. Et là, il y avait au moins des subtilités, des nuances. Alors que là c'est de l'insulte. Ah là, c'est de l'insulte, mais pure et dure, quoi. Et comme tu disais, il n'y a pas de personnage là, c'est carrément Quentin et Eric. Donc, du coup, c'est vraiment, c'est direct. Il y a aucun, ils sont dans une boîte et on les, en fait, c'est des fauves. C'est des fauves et on les lâche et sont retenus par aucune laisse et vas-y, casse tout. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit ouais, ok, bon, j'ai pas envie de, ça m'a révolté. Honnêtement, je crois que c'est la première fois qu'un film m'a vraiment révolté. Non, mauvais. Franchement, mauvais. Et c'est la première fois que je dirais mauvais. Merci beaucoup. En tout cas, Gravelax pour nous, ça a fait découvrir cette merde. Honnêtement, c'est un pamphlet. Non, parce que au moins je sais que dans tous les films que j'aurais visionnés, il y aura un pire, quoi. Et c'est bien pour des passionnés de cinéma aussi de regarder les films qui montrent ce qu'il ne faut pas faire. Et là, oui. Et je suis sûr que t'apprends plus en regardant des films. On apprend des choses. Ah oui. Et, moi après, en scène, vous avez cité pas mal quand même. Bon, moi, peut-être c'est vraiment 10 secondes, mais l'instant Mathieu Delormeau, je me suis dit, on a touché le fond. qui fait un micro-reportage. Je me suis dit, Mathieu Delormeau dans un film, c'est pas bon. Après, par contre, c'est pareil, c'est peut-être après coup, après avoir vu nos intentions du film, c'est par exemple la battle de danse dans le camp de migrants. Parce que quand on voit ce que dit par exemple le réalisateur, pour lui, ça doit être le point culminant du film. Je trahis pas ces mots. Voilà, on avait de la figuration, de la machinerie. Les acteurs avaient bien répété leur chorégraphie. On se disait, ça y est, ça paye. On sait pourquoi on fait tout ça. Donc le tournage aura été intense. Mais on avait une super équipe avec le Bip, Chef Hop, donc qui a rayé Bad Buzz de sa filmo. Et puis je le savais, mais j'ai eu la confirmation qu'il était tout à fait possible de faire un super boulot dans une belle énergie. J'espère que la bonne humeur du plateau se retrouvera à l'image. Donc voilà. Bref, voilà. Donc l'attention, puis voir le résultat à l'écran, ça pose souci. Bref, comme on dit, on finit sur une bonne note. Donc je propose la petite critique rigolote et positive de Bad Buzz sur Sens Critique, qui est titrée donc La nouvelle comédie trash qui déménage. Pareil, je ne cite pas l'auteur, mais qui nous dit: on l'attendait, voici enfin le film tant attendu du duo transgressif issu de l'univers de l'émission qui a fait trembler le petit système, le petit journal devenu ensuite quotidien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on n'en ressort pas déçu, tant le film défie toutes les lois du politiquement correct. Tout y passe au cours du périple de Luron: handiphobie, haine des migrants, promotion du nazisme, de la droite extrême, de la pédophilie, de la sodomie, critique sévère des vieux croutons, du milieu hospitalier, de la bourgeoisie de province, et pour finir des scènes de maltraitance animale à la limite du supportable. On se croirait chez Gaspard Noël ou Lars de Trier. Tout est bonnement jubilatoire. On savait Eric et Quentin brillantissimes, mais ce sont bel et bien d'authentiques machines de guerre. Les tanks de l'humour. Preuve en est, car Macron ne les a pas laissés faire et s'est arrangé pour que leur film fasse un bad buzz, navrante coïncidence. Heureusement, grâce aux moyens de communication mis en abîme dans le film assez subtilement, je ne doute pas qu'il saura trouver la grâce qui lui est due aux yeux du grand public, et on verra, j'en suis sûr, une suite de bad buzz très bientôt sur nos écrans, et ce sera mérité. Encore merci Eric et Quentin, le rire francophone a besoin de vous comme de deux valeureux messies.
oui. Voilà, et 10 sur 10. Waouh. En plus. Voilà. Donc oui, on finit quand même sur une bonne critique. Au moins, indirectement, Bad Buzz nous aura fait rigoler. Ouais. Dire aussi que Bad Buzz, dernière chose, vite fait, il y a quand même des scènes post-génériques. Ah oui. On avait oublié ce détail. Tout bon film qui se respecte. Il y a, quand c'est intelligent, je suis pas contre une nazi joke. Il y a ça dans Le Doudou, par exemple, avec Admirad, où il y a une petite blague quand ils sont dans un hospice. Il y a une grand-mère qui a Alzheimer et qui commence à chanter des chansons du Troisième Reich. Voilà, c'est fait de façon intelligente. Là, on va dire que la grand-mère de Quentin était la catin de Pétain, donc voilà, à base de sextape avec Philippe Pétain. Voilà, et surtout la grande scène qui en plus est très teasée, parce que c'est surtout rester à la fin du film, il y a une surprise. On a le droit à l'Ultimate Fighting 4, donc en effet où des humains, à savoir Eric et Quentin, fréquentent dans un octogone des petits chatons. Ça valait le coup. Ah, c'est la poilade. C'est tellement subtil parce que Ultimate Fighting 4 UFC, pour reprendre le sigle bien connu, pour vraiment pousser. Attends, il y a de la recherche quand même. Hein. Ah ouais, bah oui. Ah, attends. C'est quand même tellement bien trouvé. Ça permet de faire gagner un peu de temps aussi, parce que nous on était vraiment au bout du bout de Bad Buzz. Donc voilà, c'est cadeau, on s'est sacrifié pour vous. Pourtant c'était 1 minute 13. Hein. 1h13. 1 minute 13, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Ah ouais, pardon. 1 minute, ouais, non, 1h13. 1h13, mais. C'est-à-dire qu'en fait, 1 minute 13 de Bad Buzz, on a l'impression que ça dure 1h13. Bah alors, 1h13 réel. Imaginez un petit peu. 1h13, ouais, c'est. Donc voilà, on vous donne tout, on vous spoil tout parce que voilà, on veut pour votre santé mentale, pour voilà, passer du temps avec votre famille. Voilà. Vous sentez, on n'en peut plus là. On n'en peut plus là. On n'en peut plus. Mais non, mais voilà, donc oui, non, faites autre chose. Allez dehors. Allez cueillir des marguerites par exemple. Des pâquerettes, voilà. Et bon, voilà, on a pris du temps pour vous. On compte sur vous pour bien le réinvestir. Surtout Bad Buzz. De toute façon, c'est très compliqué. Déjà pour le trouver, c'est très compliqué. Vous perdez du temps. Là, le regardez pas. C'est pas la peine. Non, faites autre chose. Même entre amis, ne le faites pas. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Non. Ouais. Et depuis, on s'est disputé. Oui, d'ailleurs, c'est la fin de. Tu l'as vu. Après ce numéro, on arrête. Oui, voilà. Par contre, oui, on va vous donner peut-être d'autres conseils, en effet, pour éviter de perdre d'autres temps, d'autres heures. Les petites recommandations des films les plus nuls à ne pas voir pour ne pas perdre de temps. Alors, j'ai commencé, donc je vais y aller. Alors, c'est un peu comme pour certaines émissions, j'en ai 2 en fait. La première idée que j'avais annoncé à l'époque où on s'était chacun annoncé nos pires films, je disais que j'hésitais avec un deuxième film, c'était Ma femme s'appelle Maurice, film de Jean-Marie Poiret, qui pourtant quand même pas n'importe quel réalisateur de comédie en France, il a fait quand même quelques bons films dans le lot. Bon bah là ça en fait pas vraiment partie. À essayer de faire du cinéma avec Chevalier et Las Palais, bon, le problème c'est que Chevalier et Las Palais, autant j'ai énormément de respect pour eux sur scène, autant au cinéma fallait pas, vraiment c'était pas la peine. J'ai essayé de regarder et enfin j'ai été consterné par le fait qu'il y a vraiment rien qui va dans ce film en fait, mais rien, c'est mal écrit, mal joué, mal monté. Vraiment il y a des faux raccords tous les 3 plans, il y a des vannes qui tombent à l'eau tous les 3 plans, et je dis pas ça parce que ça commence avec des scènes aquatiques sur un bateau, non vraiment il y a rien qui va, rien. Même non, je dirais pas jusqu'à dire que c'est du même niveau que Bad Buzz, mais on en est franchement pas loin. Non, c'est consternant aussi, et pareil pour un peu les mêmes problèmes que Bad Buzz. C'est des mecs qui sont bons dans un domaine mais qui étaient pas faits pour le cinéma, qui y vont quand même, qui s'attaquent à certaines communautés. Bon là en l'occurrence voilà, Chevalier Las Palais, bon bah, il y en a qui se travestit, voilà, donc c'est pareil, sauf que les vannes sur ce domaine-là sont presque insultantes et lourdes. Ce sont surtout lourdes. Donc voilà. Et sinon, mon véritable plan B, et celui-là, j'y ai pensé vraiment à la dernière minute, j'y ai pensé aujourd'hui, vraiment au moment de l'enregistrement. Ça m'est revenu et je regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt parce que j'aurais voulu le mettre à la place d'Apollo 18. Dis-nous, parce que là, tu nous fais le suspense depuis tôt. Mais oui, c'est le film qui s'intitule N'importe qui. Ah, de Rémi Gaillard. Avec Rémi Gaillard. Il l'a pas réalisé. Mais le film avec Rémi Gaillard, bon, c'est le seul film dans lequel il a joué. Et lui, c'est pareil. Donc, encore une fois, le même syndrome de quelqu'un qui vient de YouTube et qui a essayé d'aller au cinéma. Ça n'a pas marché. Le film est une catastrophe. C'est même pas un film, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai hésité à le prendre en pire film, parce que pour le mettre en pire film, il faudrait déjà que ce soit un film. Pour moi, c'est pas un film, c'est une pub. C'est une pub pour la chaîne de Rémi Gaillard, et c'est ça le problème. C'est qu'il y a quelques moments scénarisés, il y a quelques moments joués, une vraie histoire.
voir, notamment Nicole Ferroni qui joue dedans, et c'est dommage parce que c'est pas une mauvaise en tant qu'humoriste aussi, elle est très bien, et c'est dommage qu'elle soit partie là-dedans parce que elle aurait pu avoir des bons rôles au cinéma. Je pense qu'elle a un vrai talent pour faire rire, mais bon, malheureusement jouer dans ce genre de truc, ça n'aide pas à mettre un coup de pouce à la carrière. Et pareil, Alban Ivanov, lui a un peu plus réussi après, mais bon, il était là-dedans aussi, ça a été un de ses tout premiers rôles au cinéma. Voilà, tout début, mais bon, ça allait. Mais voilà, quelques moments scénarisés, mais le problème c'est qu'au milieu de ces moments scénarisés, il y a des extraits, enfin même pas que des extraits, même des vidéos complètes, des vidéos YouTube de Rémi Gaillard. Quelques-unes sont inédites, mais certaines ne sont même pas. C'est ça le problème, c'est même si encore c'était des vidéos inédites, pourquoi pas, mais même pas, il y a des vraies vidéos vraiment issues de sa chaîne dans le film, et c'est le gros problème. Et voilà, du coup il y a un qui va, parce qu'en plus les quelques moments scénarisés, quelques moments vraiment film entre guillemets, sont en plus très mal joués et puis pas drôles en plus. Tout simplement, puis même pas bien réalisé pour le coup. En plus, s'il y a au moins il y avait ça, mais non, c'est même pas bien réalisé. Je sais même plus qui a réalisé le film d'ailleurs, je l'ai même pas écrit. Ça, j'ai Raphaël Friedman, mais qui avait fait aussi qu'un seul film 13 ans auparavant. Ouais, on va même pas s'étaler là-dessus parce que pour moi, pire film, oui, si je devais concurrencer mon Apollo 18, c'était n'importe qui, donc avec Rémi Gaillard. Et effectivement, c'est n'importe quoi pour faire une super vanne. N'empêche, c'est bien, on met en valeur le Made in France. Hein. Oui. Donc ensuite c'était Casa en deuxième. Oui. Et justement là on parle à chaque fois de films français. Faut arrêter de se lâcher sur les films français comme ça. Du coup j'ai hésité également entre deux films. Donc c'était ou Tekken 3 ou un autre. Et finalement je vais vous parler de 50 nuances plus claires. D'accord. Parce que c'était vraiment une expérience. Il y avait un mal-être. J'avais un mal-être personnel après ce film-là. Je me suis rendu compte que je devais pas être bien pour aller voir le troisième film, la conclusion de cette saga. Non, j'en pouvais plus. Autant le premier. Moi, je vais reconnaître. Franchement, je suis plein de bons sentiments. J'ai adoré la saga Twilight. Et ouais. Et on ne te juge pas, mais un peu quand même. Mais c'est pas grave. Non, mais pour vous dire à quel point je suis plein de bons sentiments. Bon, je vais pas te laisser dans la merde. Je vais avouer la vérité. Le premier est un plaisir coupable. Peut-être pas l'ensemble de la saga, mais au moins le premier est un plaisir coupable pour moi aussi. Bon, ça va. Je me sens moins seul. Mais oui, c'est pour vous montrer que je suis plein de bons sentiments. Et là, je suis allé voir le premier, 50 nuances, que j'ai trouvé plutôt intéressant, sans plus. Mais il y avait ce petit côté érotique là, comme ça. Je dis, c'est pas mal, la musique, tout ça. Bon, allez, le deuxième. Bon, déjà, on sent déjà que c'est un projet qui va sentir le cramer. Et le 3, alors là, c'est l'escalade. Il n'y a plus rien. Je viens de lire une critique là, qui m'a fait rire. Enfin, c'est juste une expression. C'est en gros le dominant ne domine même plus. Et il ferait même pas mouiller une nymphomane abstinente depuis 3 mois. Oui, d'accord. Et en fait, ils ont voulu faire du Twilight à la fin. Donc voilà, ceux qui ont pas aimé Twilight, c'est du sous-Twilight. Donc si vous considérez Twilight comme de la merde, c'est de la sous-merde. Voilà, c'est mathématique. Voilà, tout simplement. De toute façon, cette saga, ils ont essayé de récupérer le public de Twilight. On voit que c'est clairement la même cible. Oui, ouais. Sauf que c'est mal fait, quoi. C'est très mal fait. Et du coup, je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais bon, allez, je vais pas aller voir Bad Buzz, donc moi, je vais pas donner de sous pour ça. C'est une chose qui est connue que 50 nuances, c'est une fanfiction de Twilight, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Un dérivé, ouais. Bon, pas besoin d'en rajouter. Bon, non, on a entendu assez. Mais non, c'est des genres de films. J'aimerais bien savoir, j'ai en profité d'ailleurs parce que j'ai pas grand chose à dire sur ce film-là, il mérite pas. Quel est votre sentiment quand vous allez voir un film comme ça au cinéma et vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps comme ça, vraiment avoir un film aussi pourri que Bad Buzz ou... Est-ce que vous vous sentez énervé, triste, je sais pas, dites-moi. En fait, moi, perso, ça dépend de ce que j'en attendais avant. Je pense par exemple, tout à l'heure, j'en parlais avec Gravelax hors émission, parler des films de cette année. de 2019. Moi, il y a un film que je considère comme un des pires de cette année et j'en attendais beaucoup, donc ça m'a mis en colère, c'est Captive State. Donc film d'extraterrestre qui est sorti cette année, et en fait en voyant le synopsis et l'affiche et tout ça, j'en attendais énormément. Et en fait pour moi c'est
littéralement, et désolé pour le réalisateur qui est peut-être très bon, mais c'est un étron, c'est vraiment une catastrophe. Et donc justement j'en attendais tellement que le fait d'être déçu, ça m'a vraiment mis en colère. Je suis sorti de la salle en colère, vraiment, parce que il y avait tout pour être génial et en fait il y a tout pour être mauvais au final. Ouais, c'est surtout ces cas-là, parce qu'après quand c'est des films dont j'attends pas grand-chose, je vais pas les voir en fait, tout simplement, donc je peux pas trop parler des autres cas de figure. Moi c'est le pendant, c'est-à-dire que certes il y a la déception de pas avoir eu ce pourquoi j'étais venu, ou du moins il y a le côté aussi parfois j'hésite sur un film et je me dis bah voilà, si je me laisse surprendre ça sera peut-être une bonne surprise, et justement l'effet est inverse. Par contre avec Philosophie ça me fait aussi réévaluer ou rééquilibrer les choses. Quand je vois un très bon film, bah voilà, le fait d'en avoir vu des pas terribles ou qui m'ont déçu, ça augmente l'appréciation que je peux avoir des bons films que je vois. Donc c'est au contraire, c'est pour apprécier les bons films, bah faut en voir des pas terribles et des films qui peuvent nous décevoir. Et ben c'est une belle phrase de conclusion. Donc moi pareil, je devais cracher en effet sur un deuxième film français, mais on le fera de façon plus ample dans un épisode spécial. Je vais partir aussi du côté des États-Unis avec Spartatouille qui est donc de 2008, et ça reprend un petit peu ce qu'on a vu, donc qui est un film parodique style Scary Movie, puisque finalement c'était les scénaristes qui sont devenus réalisateurs donc dans ces films là, donc de Scary Movie. Bien sûr une série de parodies, donc la base c'est bien sûr reprendre 300, c'est la base du scénario, on va dire ça comme ça. Pareil, un film qui est très court mais qui paraît aussi une éternité, parce que finalement on reprend beaucoup les mêmes gags à base de fond vert qui permettent de démultiplier et d'avoir une grosse armée, donc ça ils le font plein de fois. Les faux abdominaux, les abdominaux dessinés des Spartiates, pareil, un gag qu'on voit plein de fois dans le film, c'est assez répétitif. En fait c'est du junk cinéma, c'est-à-dire qu'en effet c'est très rapide à consommer, et là c'est un film de 2008, donc en fait il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec la culture de 2008, mais qui je pense 10 ans après nous parlent beaucoup moins. On avait eu cette discussion par rapport au côté durée de vie de la vanne quand on avait fait Deadpool 2, savoir si dans 20 ans est-ce que les références seront encore là. Là finalement c'est ce qu'on voit, il y a beaucoup de références qui maintenant sont super datées. Tout ce qui est American Idol, même si ça existe encore, c'est beaucoup en rapport avec American Idol USA. Après tous les films qui sont dedans, c'est Mon beau-père et moi, toutes les vannes sur Britney Spears, sur Paris Hilton, sur Lindsay Lohan, sur Brad Pitt et Angelina qui ont adopté leurs enfants, voilà, sur l'idée d'une fois, sur Ghost Rider avec Nicolas Cage, sur Rocky Balboa, sur Ugly Betty, Dodgeball donc en effet Sexy Dance, on parlait de Sexy Dance. C'est des films qui sont aussi vite consommés, aussi vite oubliés. Il y a juste dans le générique de fin une blague qui était avant-gardiste, faut lui reconnaître ça, c'est avec Spider-Man qui est sur un building, et c'est un sosie de Donald Trump qui ouvre la vitre, qui repousse Spider-Man, qui s'accroche à sa perruque. Voilà. Donc mais c'est vrai que c'est un film assez navrant, et surtout c'était une période où il fallait sortir un film par an comme ça. C'est la différence tout simplement entre Scary Movie 1 et Scary Movie 2 qui est sorti une année après, parce qu'il fallait profiter du succès du premier, et en fait ils ont amassé toutes les références des films qu'il y avait eu dans l'année, et puis ça tombait complètement à plat. Je vous avais dit, j'avais pris l'exemple parce que en version française ils avaient fait une vanne sur Kenza et Aziz du Loft 1 donc maintenant je vous dis, pour un millénial parler du Loft, il l'a pas vécu. Et en effet il y avait eu pour les réalisateurs, parce qu'ils sont deux, ils avaient été scénaristes de Scary Movie, mais après ils avaient fait Sexy Movie, Big Movie, donc avec Pirates des Caraïbes par exemple, Spartatouille donc je parlais, et après dans la même année ils avaient fait Disaster Movie sur les films catastrophes, et après Mort-moi sans hésitation, c'est sur The Twilight, et The Starving Game sur Hunger Game. Ils ont même fait Superfast 8 en 2015 sur Fast and Furious. Donc en gros c'est ça, c'est-à-dire qu'il fallait produire à la chaîne, et forcément ça perd complètement en efficacité, et franchement Spartatouille ça a été le ras-le-bol. C'est-à-dire que moi pourtant je suis bon client de ces films-là, et là vraiment c'est pas possible. Pareil, plein de gags à la minute, mais après finalement ces gags-là on les revoit 10 minutes après, et c'est très 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 compliqué à suivre. Donc là franchement dans le souvenir de pire film de cinéma, ça a été ça. Et là peut-être aussi parce qu'il y avait peut-être une attente de rire grassement peut-être, mais de rire de façon, pas dire intelligente, mais où c'est construit de façon assez intelligente. Et pourtant le film comme Bad Buzz est très court, il doit y avoir 10 minutes en plus, mais c'est pas possible c'est pas possible. Donc voilà, Spartatouille. Parfait, j'espère que vous avez passé un bon moment comme nous l'avons passé. Donc on refait un tour de table. Donc c'était Gooby, salut. C'était Gravelax, et je vous remercie pour cette période de thérapie, parce que finalement faut en sortir de ces films. Donc merci à vous de nous avoir écoutés. Vous nous direz combien on vous doit.
Donc c'était Casa. Bonne soirée, bonne journée, à bientôt. À bientôt, salut. À bientôt. Allez. Maman adorait ça. Enfin, ça ressemble quand même beaucoup à des croix gammées. Mes frères et sœurs, recueillons-nous, s'il vous plaît. Mamie Lucette était une femme généreuse, aimante et toujours à l'écoute des autres. C'est faux. C'était une grand-mère très affectueuse, qui était humanitaire. Tu parles. Chaque semaine, cette vieille pauvre venait vider ses poubelles dans mon jardin. Et moi, elle m'appelait Monsieur Cacao. Moi, Monsieur Constipé. Oui, mais enfin, c'était affectueux. C'était une grand-mère... C'était une collabo. Qui, à chaque instant... passait ses week-ends à Vichy. Elle était en cure pour soigner son eczéma. Et au fond d'elle, c'était... La catin de bétain. Oui. Voilà, c'était quelqu'un de bien.